Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 95. Pas mal de choses à dire cette semaine. On va parler d'Axel Sola, de Hossein Keita, donc la fin de la carte de l'UFC Paris. On va parler d'Ankalaev qui est prêt pour un Chimaev. On va parler d'Islam Makhachev qui donne son avis sur pourquoi il n'y a plus de champion américain. On va parler du fils de Rampage qui a fait une dinguerie. On va parler de l'arène. On va parler de jiu-jitsu brésilien avec le CGI. On va parler un peu de Gordon Ryan. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire. On va parler un peu de boxe anglaise aussi avec Jake Paul contre Gervonta Davis. Voilà. On a plein de choses à dire, donc voilà, on est parti pour une petite heure et demie, 2 heures de podcast, hein, parce que je pense qu'on va être bavard sur les sujets. Mais avant ça, le partenaire du moment, Import Fight, donc ce site de textile et de matériel de sport de combat, boxe, MMA, grappling, qui vend des marques en France qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner, Primo, Hit and Move. Ces marques-là sont des marques de qualité, sont stylées. Donc voilà, si vous voulez vous démarquer des autres en ayant du style sans avoir les mêmes marques que tout le monde, c'est avec un portefeuille que ça se passe, et avec le code TATAMI10 vous avez 10% de réduction sur toute la boutique et le lien est en description. Je tiens à m'excuser par avance si jamais on a des couacs techniques ou ce genre de choses, parce que en fait Saint-Ouen et Saint-Denis sont complètement coupés de Wi-Fi. Nous sommes revenus à l'âge de pierre. Dieu merci, il y a du partage de connexion, mais parce que voilà, le réseau Orange a cramé, il y a un local technique qui a cramé, donc ils ont 2 kilomètres de fil à tirer, de câbles à tirer. Ça va durer longtemps. Donc ils font des projections vers le 12 septembre, les amis, je raconte pas ma vie, mais en tout cas voilà, s'il y a des problèmes ou si un jour il y a un podcast qui peut pas sortir, ça sera sûrement à cause de ça, malheureusement. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, surtout qu'il y a l'UFC Paris qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, on a des choses à dire, on a des podcasts à faire, on va s'organiser. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous prévenir. Maintenant que c'est fait, que ce disclaimer est fait, on va commencer justement avec cet UFC Paris et avec les 2 nouveaux noms francophones. Parce qu'on va pas dire français, parce que Hossein Keita n'est pas français, mais il est belge, qui ont intégré en fait en short notice la carte de l'UFC Paris pour le 6 septembre à l'Accor Arena. Donc deux noms qui hype bien. Ça nous hype nous, ça hype les gens, je vois les likes, je vois les commentaires, je vois les réactions, et franchement c'est plutôt intéressant. Et on va commencer par le belge de l'étape, Hossein Keita, qui va affronter Patricio, je l'ai fait à la brésilienne, Pitbull Freire, Hossein Keita, c'est le double champion de l'Octagone au point plume et en poids léger, vainqueur du tournoi à $1 million, $1 million. Que dire? Il va affronter Patricio Pitbull qui est classé 11 chez les plumes, donc déjà ça veut dire que l'UFC le respecte un petit peu, hein, pour le faire rentrer directement justement dans le top 15, parce qu'il est aux portes du top 10 de la catégorie des poids plumes. Il l'a dit, de toute façon, l'UFC me voulait depuis longtemps, mais j'avais encore des combats à disputer à l'Octagone. Quand il me restait plus que des rematchs, je me suis dit que c'était le bon moment. Franchement, ils m'ont respecté. Je n'ai pas eu le même contrat que tout le monde au départ. J'ai signé pour 6 combats, en sachant que d'habitude, les gens signent pour 4 combats, avec l'opportunité d'affronter directement un top combattant. Donc, écoute, c'est vrai, c'est intéressant d'avoir ce profil à l'UFC, et c'est intéressant d'avoir ce match-up là. Ouais. Et puis j'ai presque envie de dire, alors, j'ai pas fait d'analyse, hein, mais au vu des dernières sorties de Patricio, je me dis que c'est quand même une belle opportunité, presque un cadeau pour Keita. Tu vois, c'est probablement un des combats les plus faciles et qui va t'apporter le plus de lumière, parce que Pitbull, ça reste une légende du MMA. Donc c'est une belle opportunité qu'ils font à Keita là. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. Et en plus C'est quasiment devant son public en fait, parce que France Belgique, on sait que les événements qui se passent en France ou en Belgique attirent enfin, le public belge va pouvoir se déplacer facilement. Donc c'est quasi à la maison. Franchement, c'est une très belle entrée à l'UFC. oui, c'est à peine 3 heures de route, hein, pour faire Paris-Bruxelles. Je l'avais déjà fait pour une compétition.
Ça se fait assez facilement. Maintenant, bon, le fait que ça soit en short notice, tu sais, j'ai pas regardé s'il il restait des places à l'UFC, tu vois, pour ça. Alors, est-ce que les Belges avaient pris leur place avant ou pas? C'est ça la question. Donc, tu sais, devant le public, mais c'est à la condition qu'il y ait encore Il de me quoi semble venir voir, tu vois. il me semble que c'est complet, hein. Ouais, c'est pour ça. Et donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Surtout que Patricio Pitbull, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'est pas non plus la folie, tu vois. J'ai pas regardé, mais je crois enfin, déjà, c'est sûr qu'il perd son premier combat. Je crois qu'il gagne contre Danny Gue derrière. Il gagne après. Et même en grappling, il avait affronté, bon, certes, Tsarukyan, mais bon, il avait perdu aussi contre Tsarukyan, alors que bon, voilà, on sent qu'il est sur la fin, hein, il est pas tout jeune. Maintenant, attention, ça reste un cadeau, mais ça reste aussi Patricio Pitbull, donc faut pas le prendre à la légère. Euh, c'est quand même l'ancien champion du Bellator, tu vois, donc tu vois, c'est champion c'est champion contre champion de deux organisations extérieures à l'UFC. Ça c'est plutôt intéressant aussi, tu sais, Mhm. d'avoir ces profils là. Donc ouais, non, c'est cool. En plus, le personnage, tu sais, de Lawson Keita est pas mal. Ça fait longtemps que les gens l'appelaient et appelaient tu sais, quand on disait quelle signature potentielle à l'UFC pour l'UFC Paris, son nom ressortait souvent en premier. Donc voilà, c'est De fait. toute Je façon, pense que l'UFC l'a entendu. quand t'écoutes les gens, il y a vraiment deux personnes que tout le monde voulait voir à l'UFC contre le top niveau. C'est Salah et Keita. C'est les deux noms qui ressortent le plus. Là, on a l'opportunité de voir Keita, tu vois, finalement qui a suivi presque un chemin un peu similaire en parallèle à Saladin, où il était dans une organisation des pays de l'Est. Il a fait son argent, il a fait beaucoup d'argent, et là, voilà, c'est lui qui décide de se lancer. Il aurait pu rester à l'Octagone et continuer à prendre Mhm. des gros salaires. Je pense que son salaire a quand même bien diminué comparé à ce qu'il prenait à l'Octagone, même si Bien le sûr. contrat qu'il prend il est pas nul, hein, comme il dit. Il a réussi à négocier un contrat différent de quelqu'un qui débute à l'UFC en temps normal. Maintenant, tu bats Pitbull dès ton premier combat, tu rentres quasiment dans le top 10. La renégociation, elle va venir très vite. Et pas de doute que le salaire peut monter très rapidement. Ben, en fait, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand tu commences déjà à ce niveau-là, effectivement, tu commences peut-être pas avec le même salaire que tu avais à l'époque, mais par contre, si tu fais le taf, parce que c'est ça en fait le risque, c'est de faire le taf. Si tu fais le taf, presque la certitude de monter beaucoup plus rapidement alors peut-être pas avoir le même salaire. Et encore, on sait pas, parce qu'on sait pas ce qui va se passer avec le deal, tu sais, de Paramount Plus. Les 7,7 milliards, ça va peut-être changer que des petites choses au niveau des salaires, on sait pas, on le saura pas tout de suite de toute façon. Mais en tout cas, oui, le fait de rentrer déjà au port du top 10, c'est déjà pas mal, tu vois. La différence avec Saladin Parnasse, c'est que lui veut continuer à faire son argent au KSW pour l'instant, et il le dit, alors il s'en cache pas, hein. C'est vraiment pour des raisons financières, et ça, on ne jugera pas, tu vois. Pour le coup, chacun fait ce qui lui plaît, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la trajectoire était parallèle. Les gens d'ailleurs ont souvent appelé à voir l'opposition entre Lawson Keita et Saladin Parnasse. Et qui sait, dans les années qui vont venir, peut-être qu'on la verra là-bas. Tu vois, c'est peut-être ça. Parce qu'on parlait de crossover entre l'Octagone et le KSW pour avoir cette opposition, dans le sens où effectivement on va commencer à manquer d'adversaires pour Salah et on commençait à manquer de ce qu'il dit de toute façon avec des rematchs pour aussi Lawson Keita. Donc c'était potentiellement un affrontement que les gens appelaient. Eh ben écoute, peut-être que ça se fera à l'UFC. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si Lawson Keita, avec cette signature, arrive à coller à peu près avec les chiffres qu'il avait à l'Octagone assez rapidement, je sais que les gens vont mettre un peu plus de pression à Saladin Parnasse. Tu vois, je pense, pour le coup, sur la signature. Parce que, en fait, l'excuse du salaire, en soi, n'en sera pas une. Mais ça, attention, là pour l'instant, je le dis, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Je parle à l'avenir, si on se projette un petit peu, ne sera plus une excuse et donc les gens mettront un peu plus la pression. Après, la seule condition pour monter ton salaire, c'est de gagner. Et ça là, les possibilités de gagner à l'UFC et tu vois de faire la même trajectoire qu'un Lawson Keita. Maintenant, voyons voir comment ça se passe déjà pour lui, déjà le 6 septembre et par Ouais, la suite. c'est sûr. On a vu dernièrement de toute façon que changer. Enfin, on l'a déjà dit, tu vois, l'UFC c'est quand même
T'as l'impression que c'est une ambiance particulière et que chaque combattant qui débute à l'UFC, sur son premier fight en tout cas, il y a comme s'il y avait un temps d'adaptation. En Mhm. fait, Ils le disent, hein. rares sont les combattants qui viennent d'une autre orga et qui arrivent à mettre leur plein potentiel dès le premier combat. Oui. Bah, c'est ce que disait Régnier de Rieder. Il disait c'est complètement autre chose que bah lui il était au One, mais tu sais il dit l'accueil des combattants, les pressions médiatiques, tu sais la visibilité. T'as beaucoup plus de visibilité quand t'es à l'UFC, donc forcément les gens tu vois ils sont plus en attente, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'effectivement ça te met plus la pression, tu vois, quand t'es à l'abri des regards entre guillemets, tu vois, tu te prends moins la tête que quand t'es exposé sur un UFC numéroté par exemple. Tu vois, où là, tu vois, si admettons un Salah avait intégré l'UFC Paris, tu sais, t'es quand même beaucoup plus exposé que quand c'est chez toi. Bon, après, on a vu que la pression, lui, on l'a vu avec les KSW à Paris, que ça l'impactait pas, au contraire, que ça le motivait. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même machine, on va dire. C'est vraiment ça. Ouais. Et d'ailleurs, on va voir avec le prochain, avec Axel Sola aussi, bah, ce que ça va donner, parce que lui aussi va combattre devant son public contre Riz Makki, donc en combat en moins de 77 kilos pour un one shot, puisqu'après il va redescendre en 70 kilos qui est sa KT. Il nous fait une trajectoire un peu à la BSD, tu sais qu'elle va Mm. affronter Eliseo dos Santos, et qui après, enfin j'espère que ça sera pas la même trajectoire par contre pour Axel Sola, parce que franchement le premier combat de BSD il était compliqué. On se souvient de la problématique qu'il y avait eu avec même l'arbitre qui avait été éjecté de l'UFC derrière en disant, enfin avec Dana White qui avait dit plus jamais il n'arbitrera à l'UFC. C'est une passe décisive de Guillaume Pelletier qui a aidé à la signature de ce contrat. Avec un petit big up quand même. Bon voilà, on le fait rarement, mais quand même avec les maîtres fumiers qui l'ont sorti en premier. Enfin, tu sais, vraiment pour le coup, tu sais, sur Twitter, j'ai bien aimé parce que j'ai mis comme quoi il y avait le combat qui était dans les tuyaux et je cite, comme je fais souvent la source, donc les maîtres fumiers. Il y en a un qui a retweeté en disant Théma, regardez la source qu'il a mis avec des emojis clown. Et ce que j'ai aimé par contre, c'est que j'ai mis en commentaire, oui, mais en même temps, c'est eux les premiers qui l'ont dit, donc forcément, je leur rends hommage. Et ben, il a supprimé son truc. Il a liké, il a supprimé son truc. Donc, grand respect à lui, tu vois, de pas être resté entêté. Je le dis parce que voilà, parce qu'il y en a qui nous le mettront en commentaire, mais de pas être resté entêté justement sur le truc maître fumier. On pense qu'on veut des maîtres fumiers, on est d'accord, pas d'accord, on les aime pas. C'est une page qui est clivante. Ok, mais si c'est les premiers à sortir l'info, c'est les premiers à sortir l'info, c'est tout. On va pas se mentir, c'est comme ça, il faut le dire. C'est il y a pas je vais pas dire non, je vais pas attendre le deuxième qui va la sortir juste par principe, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc bon, bref, c'est sorti, ça a été officialisé. C'est une très bonne chose, ça fait longtemps qu'on parlait des profils d'Axel Sola ou de Virgile. Gilles Hogan pour l'UFC, c'est fait. C'est une porte d'entrée, peu importe qu'elle soit en 77 ou pas, c'est une porte d'entrée. L'UFC aime beaucoup justement quand tu te mets en danger comme ça et après derrière te le rend. Franchement, on l'a vu hein, pour BSD, ils lui ont rendu quand même hein, le fait d'avoir fait même cette guerre, même s'ils l'ont pas cautionné d'un point de vue arbitrage, ils ont quand même reconnu la valeur de BSD à l'époque et on a vu à quel point c'est monté vite après derrière pour lui. Axel Sola, c'est le champion de l'ARES. Il va affronter Riz Makki, qui est 14 victoires, 11 KO, 3 soumissions. Pas de décision dans les victoires. Et 6 défaites, 2 KO et 4 décisions et 1 draw. C'est un profil striker avec une bonne boxe anglaise en ligne. Il est quand même puissant, il fait des dégâts. Hein. Il y a des docteurs stoppage et tout ça, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui est sec Non, et qui dure. Et voilà. j'ai regardé un peu, ça cogne. Mais Ouais, ça cogne, ça cogne, ça cogne. c'est pas un combat facile pour rentrer. Surtout quand Non. c'est pas ta KT. Exactement. Et juste pour info, ça a été une des victimes de Khamzat Chimaev dans les débuts de Khamzat Chimaev. Tu sais, il l'avait fini justement par KO avec du grand pound. Enfin, tu vois, c'était un des mecs qu'il a pris, qu'il a porté jusqu'à son coin. Donc voilà, Riz Makki, c'est ça. Mais il a su revenir derrière. C'est vrai que c'est pas un KO. Par contre, alors oui, certes, c'est la KT du dessus.
Mais en termes d'allonge, par exemple, ça joue à pas grand-chose, je crois, de mémoire. 1m90 contre 1 mètre... enfin, il y a un peu plus d'allonge du côté de Riz Maki. Mais bon, en termes de gabarit, j'ai l'impression quand même que ça va, ça colle quand même, tu vois. Tu vois, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Parce que c'est pas un Ouais, énorme gars, Riz Maki, c'est un mec longiligne. ouais. Donc c'est cool. Non, mais c'est une très bonne chose. Et quand tu regardes l'ensemble de la carte, c'est quand même une carte qui partait très mal, hein. Je me rappelle au tout début de ce qu'on voyait, j'en étais pas forcément emballé. Mhm. Et là, la carte, dans sa globalité, je la trouve mortelle. Je sais pas ce que t'en penses, mais je la trouve mortelle parce il y a des combats en jeu, avec des gros enjeux. Il y a des combats un peu fun. Tu vois, il y a des interrogations, notamment sur les deux nouvelles signatures. Oui. Il y a tout, en fait, pour faire une belle carte. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce qui va arriver. Ouais, moi aussi, il y a 6 Français en plus sur la carte. Enfin là, c'était le 6e Français qui intégrait cette carte avec Axel Sola. Oui, moi aussi j'aime bien parce qu'effectivement l'enjeu Nassourdine Cayo Borayo, bon, on en parlera un petit peu plus quand on va faire l'analyse. Qui est prévu en début de semaine prochaine. Mais effectivement, il y a un véritable enjeu pour la ceinture derrière. BSD, il y a un enjeu pour savoir sa place Il y dans a le un top gros 15. enjeu. Ouais, il y a un Donc gros il y a un enjeu, gros enjeu, BSD. même sa continuité à l'UFC. On a, je parle juste pour les Français hein, déjà. Faresiam, pareil. Bon, lui, il arrête pas de faire des combats tests avant de rentrer dans le top 15. Je pense qu'il se convainc lui-même de ça, malheureusement. Mais parce qu'il a pas le choix. Donc lui c'est pareil, hein, bah il faut qu'il passe ce test. S'il veut se faire un test avant de rentrer dans le top 15, bah il faut qu'il passe ce test avec Fernandez. Bon, Lawson Gomis, Keita, on en a parlé tout à l'heure. Oumar Sy, d'abord, si je reprends dans l'ordre, Oumar Sy, c'est pareil, hein, avec la performance qu'il a fait la dernière fois. Lui aussi, bah, il y a un ouais. enjeu pour savoir la suite dans cette KT. Alors, il a la chance d'être dans une KT qui, bah, où il n'y a pas grand monde, donc ça va, mais il faut Ah, quand mais même performer. ça reste quand Donc, même très important parce qu'il faut rebondir tout de suite. Là, il y a quand même une sorte de pression parce qu'il faut rebondir tout de suite. Et surtout que sur mhm, le papier, exactement. son adversaire est prenable. Tu vois, sur le papier, Ben, normalement, il n'y a pas comme un match. Menifield. Ouais, non, mais on est d'accord, C'est, mais comme c'était le cas pour Menifield, donc c'est pareil. Là, ils l'ont fait revenir très vite, effectivement, donc c'est pas pour rien. C'est ils veulent qu'il efface ce revers de Menifield, donc il faut qu'il soit là ce soir-là, en sachant qu'en plus lui il dit que ça lui met la pression de combattre à Paris. Donc ça c'est un truc, ça fait un peu peur. Mais bon. William Gomis, bah c'est pareil, il est face à Ruchala, tu sais. Quand un être naît, l'autre meurt. Tu sais, moi j'ai peur que si en cas de défaite, tu sais, il fasse rentrer quelqu'un, mais avec potentiellement une sortie d'un autre. Donc voilà. Et puis après Axel Sola, bon bah c'est comment il va réussir son entrée justement à l'UFC. Donc ouais, non, c'est vrai que chaque combat est intéressant. Il y a du français en prélim, il y a du français en main card. Ça veut dire qu'il faut être là dès le début, il faut tout regarder. Non, j'aime bien comment ça se met en place. Tu vois, on avait des craintes comme souvent sur les cartes de l'UFC. Hein. Je vais même pas dire UFC Paris, mais tu sais, il y a plein. On en parlait la dernière fois pour la Maison Blanche. Tu vois, on a des craintes au début, on est là, on s'inquiète, et puis finalement, force est de constater qu'à la fin, bah ça colle et c'est bien. Et franchement, c'est une carte très qualitative par rapport aux autres Fight Night, quoi. Elle est pas mal du tout. Alors. Peut-être que ça nous hype peu plus parce qu'on est ouais, français, tu me diras. c'est ce que j'allais Mais en dire. tout cas, voilà, on n'est pas déçus. Non, non, loin de là. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, je suis tellement dégoûté qu'on puisse pas se regarder ce petit UFC ensemble. C'est le premier UFC Paris qu'on va faire loin l'un de l'autre. On sera chacun d'un bout à l'autre de la France. Ah, je suis très déçu, Et ouais. très déçu. Mais quelle idée d'avoir des enfants aussi. C'est pas grave, on s'enverra des messages, ça c'est sûr. Bon, ça, j'en doute pas. Euh, donc, j'espère que, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, que les gens, voilà, ont vraiment kiffé la carte là sur cette dernière ligne droite. J'ai l'impression qu'il y a une vraie émulation. Les gens ont hâte de voir cette UFC Paris. Donc, euh, donc, écoute, on va voir. On n'a plus qu'à maintenant se positionner, s'installer, acheter des chips et profiter du spectacle samedi soir prochain. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus Non, rien de Bah, juste spécial. Rien de spécial. sur les analyses, on fera pas toute la carte, les gars. On fera juste
Caio Nassourdine et BSD Rufi. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme main et main, comme d'habitude. De toute façon, on peut pas se permettre de tout analyser, ça sert à rien. On préfère, comme d'habitude, faire 2 combats quali plutôt que 6 combats bâclés. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va pas se prendre la tête. Enfin, si on va se prendre la tête, mais pas. Je veux dire, on va pas chercher à tout faire. On peut pas, de toute façon, en termes de temps. Et puis ça serait beaucoup trop long en plus. Donc ouais, on va faire ça comme ça et on va sortir ça début de semaine prochaine. Je sais pas si on enregistre encore lundi ou mardi, mais en tout cas voilà. Moi j'ai déjà fait l'analyse du main. Il me reste le co-main. Je crois que toi t'as fini. Ouais. Donc euh, donc ouais, il y a plus qu'à, et c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas déjà l'analyse du main c'était déjà très intéressant. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On n'en dit pas plus. On enchaîne avec Ankalaev. Ankalaev qui est ouvert à un combat contre Shimaev. Donc il va affronter Pereira pour la revanche à l'UFC 320 le 4 octobre. Mais il se projette déjà. Sur 2 aspects d'ailleurs. C'est attention parce que quand on se projette, c'est jamais bon. Il dit je voudrais féliciter Ramzat pour sa victoire. Il a montré il a montré qui il est et à quel point il est fort. C'est grâce à sa lutte qu'il a dominé un adversaire solide et ce sur 5 rounds. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, il mérite cette victoire, félicitations. Je suis toujours dans cette division, si quelqu'un veut monter et tester ma catégorie de poids, je dis toujours, bienvenue, si Shimaev monte, il monte, pas de problème. Alors, il se projette. Il réagit surtout au fait que Khamzat Chimaev avait parlé de monter. On en parlera un petit peu après. Il se projette pour ça. Il se projette sur le fait de faire encore 2, 3 combats dans cette KT pour ensuite monter de Et de catégorie monter. en KLF. Donc voilà, c'est comme on l'a dit, hein, concentre-toi sur ton combat. C'est jamais bon d'aller voir trop loin ce qui s'y passe. En général, c'est qu'on n'est pas focus à 100% sur le combat. Bon, même si je pense qu'en KLF c'est quand même quelqu'un de sérieux, mais c'est pas parce que t'as gagné le premier combat contre Pereira que le deuxième sera aussi simple. Pour lui, ça sera une formalité. J'ai pas fait encore d'analyse, mais bon, peut-être que ça serait une formalité, mais peut-être pas, hein, parce que Pereira, on sait qu'il était dans une période où il n'était pas concentré. Là, il a eu le temps de se refocus, de prendre le temps et tout ça, donc attention, parce que n'oublions pas que ça s'est passé en striking et pas en lutte, et qu'en plus il a stoppé la lutte dans KLAF. Et puis Pereira est un combattant intelligent, il sait lire, il sait analyser un adversaire. Ouais, concentre-toi sur Pereira, c'est pas mal déjà dans un premier temps. Non, mais je pense qu'il est concentré. Maintenant, il cherche. En fait, comme tout champion, tu vois, il cherche à ce qu'on fasse parler de lui. C'est vrai qu'en Kalev, il prend la ceinture, il bat Pereira, Pereira qui était une grosse star de l'UFC, et malgré ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas de buzz niveau en Kalev. En même temps, il a pas une tête à buzzer, hein. Ouais, ouais, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, tu t'attends à ce que quand tu prennes la ceinture, bah finalement, on parle un peu comme quasiment tous les champions. Mais malgré ça, Ankalaev reste assez discret, en tout cas dans les médias. Personne n'en parle trop. Donc je pense il cherche aussi cette lumière parce que ça va lui apporter plus t'as de notoriété, plus forcément tu négocies et t'as de l'argent, etc. Donc je pense qu'il a besoin de ça. Il faut qu'il fasse parler de lui. Maintenant, je suis convaincu qu'il est ultra focus sur son combat contre Pereira. J'ai pas de doute sur ça. Bien sûr. Non, mais après, le problème dans Kalaev, c'est qu'il est tombé après une bête médiatique qui s'est construite, qui est Pereira, avec son Shama et tout ça. Il était partout, Ouais, mais d'ailleurs, il s'est brûlé les ailes avec ça. Mais tu vois, c'est dur de passer derrière si tu construis pas un personnage toi aussi. Et le problème, c'est quel personnage tu veux qu'il construise. C'est compliqué. Là, il fait du trash talk, il appelle un peu les gens. Il y a eu un peu un bif avec Jiri Prochaska. Tu vois, mais c'est ça va pas chercher loin en fait. Ça s'arrête à quelques tweets, quoi. ouais, en fait, il y a deux manières de toute façon de devenir une superstar. Soit par tes performances, ça veut dire que Mhm. tu vas claquer des KO, des choses comme ça. Et c'est pas le cas d'Ankalaev. Soit par le trash talk que tu mets en place, le personnage que tu arrives à créer, que ce soit sur l'humour ou sur la violence ou peu importe. Et c'est pas non plus le cas d'Ankalaev, tu vois. C'est c'est assez comment dire. Il y a pas de trash talk en fait, tu vois. Quand il call out quelqu'un, c'est classique, il va pas loin, il va pas. Donc ça fait pas plus parler que ça.
Il y a un moment aussi, juste après sa ceinture, il commençait en fait, mais ça s'est vite arrêté parce que c'est pas sa nature première, tu vois. Bah c'est Donc, ça, c'est pas sa nature. mais bon, tu vois, avant de se projeter avec un Prochaska, avec un Shimaev, avec une montée, moi, tu vois, je veux le voir contre un Jiré Prochaska. Tu vois, il y a des profils, par exemple, bon, c'est le nom que j'ai en tête là pour l'instant, mais tu vois, je veux pas le voir combattre quelqu'un d'autre que Prochaska pour le prochain, tu vois, Ouais, par mais il exemple. le dit, tu vois. En fait, là, il parle de Shimaev, mais Shimaev, c'est même pas dit qu'il monte, et je pense pas qu'il va monter nécessairement tout de suite. Mais il le dit avant de monter en lourd, il lui reste deux, trois combats. Donc, je pense que dans ces deux, trois combats, la suite logique, c'est Pereira, Jiri, et pourquoi pas derrière, je sais pas. Après, tu peux mettre n'importe On qui. verra qui y aura. Ouais, Ouais. Roundtree ou un C'est truc comme ça, tu vois, un combat intéressant. Roundtree aussi, ouais, tu vois, je veux le voir contre un Roundtree. Mais c'est pareil pour le côté de Chimaev, tu vois, je vais le redire encore une fois, quand c'était Islam qui voulait monter, quand Topuria voulait monter, avant de laisser sa ceinture, tu vois, mais avant de l'avoir vu affronter Nassourdine Imavov, avant d'avoir vu affronter un Strickland, depuis le temps qu'il se tourne autour, un RDR, un Fluffy, un Caio Borraio, peu importe ce qui se passe en fait dans les semaines qui vont venir, tant qu'il aura pas affronté toutes ces personnes-là, tu vois, ça c'est que des match-ups que j'ai envie de voir. Tu vois, Hmm. même si Ramzat roule sur tout le monde, les amène au sol et les piétine sur 5 rounds, eh ben pourquoi pas. Mais voilà, c'est tous des profils différents qui apportent des choses différentes dans la cage. Tu vois, si c'était tous les mêmes profils, je dirais ok. Mais c'est que des profils différents, donc je le vois pas monter tout de suite. Enfin, en tout cas, je l'espère pas monter tout de suite, Hmm. ni même descendre. D'ailleurs, tu sais, il y a Issam Makhachev qui a dit que ça serait compliqué pour Ramzat de descendre. Bon, après, je sais pas, je pense que pour un one shot, je pense que ça serait encore possible. Ça serait dur, mais ça serait possible. Surtout, il dit, je veux pas de conflit entre nos deux contrées, machin et tout ça. Donc, si ça se fait passer mieux, bon, je suis prêt à l'accueillir, mais bon, si ça se fait passer mieux. Euh, donc voilà. Et après, il a raison. Hein, Islam Makhachev, il galère déjà à monter, donc il va pas encore prendre quelqu'un de la caté du dessus qui descendrait. Tu vois, qui serait à 100 kilos le jour du combat, en sachant que lui, il peine à être à 86 kilos. Donc, je le comprends tout à fait. Mais bon, en tout cas, voilà, il a que 31 ans, Ramzat Chimaev. Il y a des matchs à faire. Il veut être actif, donc en plus ces matchs-là, il peut les faire assez rapidement. Donc s'il veut monter par la suite, pourquoi pas. Mais sur les 2 ans et demi qui viennent, je veux voir au moins ces profils-là, quoi. Peu importe dans quel ordre et peu importe comment, je veux les voir, je veux le voir contre ces profils-là. Ils sont là. Hmm, De toute façon, ils sont hmm, là, hmm. ils sont tous à peu près au même niveau. Allons-y, quoi. De toute façon, on l'a déjà dit, hein, nous, notre politique, c'est que il faut rincer sa caté. Tu vois, pour moi, pour vraiment être un champion qui marque les esprits, il faut rincer sa caté. Ça a plus de valeur pour moi que de monter prendre la ceinture du dessus ou de descendre prendre la ceinture du dessous. Tant que t'as pas rincé ta caté, ça m'intéresse pas de te voir au-dessus ou en dessous. Et là, en fait, tout dépend des catés. Tu vois, il y a des catés qui sont vraiment vides. Et là, tu te dis, bon, là, la seule possibilité pour le champion actif, c'est de monter. Là, il y a des concurrents. Il y a des concurrents, il y a des combats inédits. Donc, allons-y. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses, vite fait, parce que j'ai pas fait de sujet là-dessus, mais on peut en parler, de sa place à Ramzat Chimaev, là, son entrée dans le pound for pound. Alors attention, disclaimer, on a déjà dit ce classement n'a de valeur que celui que tu lui donnes. En général, nous, on lui donne pas beaucoup de valeur, mais ça montre en fait, ce classement montre euh, plus un côté politique qu'un côté sportif, tu sais, j'ai Ben l'impression. oui. Ah Et oui. le fait qu'il soit classé 4, alors je sais pas si tu connais son classement, hein, mais t'as Topuria, Islam Makhachev, Merab Valijvili, Hamza Chimaev, Alexandre Potoja, Alexandre Volkanovski, Magomed Ankalaev, Jack Della Maddalena, Tom Aspinall. Si on prend les champions, tu vois. Donc Ouais, 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 ouais. t'as Cormier qui a dit qu'il devrait être avec Topuria et Islam Makhachev à peu près au même niveau, c'est-à-dire devant Merab Valijvili. Parce que il a combattu dans deux catégories, mais il n'a pas été champion dans deux catégories, hein, il a juste combattu dans deux catégories. Parce que voilà, écoute, je ne sais pas. Pour moi, je le trouve une place. Non, mais non. Pour moi, je le trouve une place trop haute. Je te dis ce que j'en pense. Je pense que Pantoja devrait être au-dessus de Ramzat Chimaev, clairement. Mais Volkanovski. même Merab. Oui, oui, non, mais Merab, il est déjà au-dessus. Donc, je le laisse au-dessus. Ah, ok, Donc, ok. tu vois ce que je veux dire.
Et bon, Volkanovski encore, bon, pourquoi pas, parce qu'il a perdu sa ceinture, il l'a récupéré. Bon, ok, mais même pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, tu vois, juste il a perdu contre Ilia Topuria, bon, ça va, dans sa caté, je parle. Hein. Mais bon, il a perdu aussi contre Islam Makhachev, donc ils sont en dessous. Bon, ça me choque pas que qu'on le laisse là, pourquoi pas. Mais moi, Pantoja, tu vois, c'est vraiment le mec qui est le moins respecté de l'UFC. Le mec, il fait que des masterclass, il vient, il tabasse tout le monde, il soumet tout le monde, et il est cinquième du pound for pound. Tu sais, moi, même pour moi, limite Pantoja, je le mettrais peut-être même au-dessus de Merab. Attends, tu m'as dit, c'est quoi le top 3 là, pound for pound? Topuria, Islam et enfin Makhachev et Dvalishvili, Merab. Ok, Et après, et c'est Khamzat Chimaev, qui est Pantoja quatrième. et Volkanovski. Ouais. Ok, finalement, c'est quasiment, hormis Merab, c'est l'ordre de leur nombre d'abonnés sur Instagram. Donc en fait, c'est un statut qui va plus. Bah c'est ça, hein. C'est le Ben statut qui oui. récompense la notoriété plus que, on le sait de toute façon. C'est ta notoriété qui te fait monter plus ou moins vite au classement point for point. Donc pour ouais, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Mais bon, ça Moi, a de ce la que je valeur aux regarde, yeux c'est des que gens quand même. voilà. Ce que je regarde, c'est qu'il est champion. Il est champion de sa KT, ça me suffit. J'ai pas besoin de regarder le point for point pour savoir où le classer. Ouais, non, mais moi, c'est surtout au sujet de Pantoja, tu vois. C'est Pantoja, franchement, à chaque fois, je me dis, ce mec-là, je sais Pour, pas ce qu'il va falloir qu'il fasse, en fait, pour monter un petit peu dans le ranking. Tu vois, alors si, peut-être taper un Merab, si jamais un jour le combat arrive à se faire entre les deux, tu vois. il faut qu'il prenne 10 kilos. Euh, Faut qu'il prenne 10 kilos et qu'il change de KT. Parce qu'on sait très bien que ces ouais. KT, de toute façon, dans le point for point, elles sont inexistantes. Donc, mais je Ouais. pense qu'il le vit très bien, hein, Pantoja. Une fois que t'as Ah non, mais lui, compris il s'en ça, fout. y a pas de Ah souci. oui, Hein. il s'en fout. Mais bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça me fait rire parce que, tu sais, on veut le voir encore plus haut. Oui, c'est un combattant de qualitatif qui a fait une masterclass la dernière fois, mais bon, en tout cas, tu vois, comment dire, pour moi, tu vois, plus tu as de défense de titre et avec la manière et plus tu devrais être classé en fait. Bon après, comme on l'a dit, ce classement il a pas de valeur parce que de toute façon, tu peux pas mettre tout le monde dans une cage et puis les faire s'affronter. On sait déjà qu'il y a une barrière dans ce cas-là. Moi, je mets Thomas Spinal numéro 1 hein, de toute façon parce que, Bah enfin ouais. en tout cas dans les premières places parce que quand t'es lourd et que tu fais 115 kilos, forcément t'as un avantage naturel. Tu vois. Donc d'ailleurs on parlera du CGI tout à l'heure. C'est très intéressant parce que c'est un quintet en absolu avec de l'absolute, tu vois. Donc voilà, tu sais très bien que quand t'es lourd, bah t'as déjà un avantage de physique, tu vois. Encore plus dans le MMA que dans le jiu-jitsu brésilien d'ailleurs que dans le grappling. Mais voilà, c'était juste pour faire réagir un petit peu et puis en parler parce qu'on n'allait pas faire un sujet là-dessus, mais c'était marrant de voir ça, tu vois. C'est comme, tu vois, je serais très curieux si Jack Della Maddalena, d'ailleurs, visiblement, ça, c'est prévu pour la fin de l'année. Là, ça y est, ça commence à s'officialiser selon Ali Abdelaziz. Là, j'ai vu ça ce matin. Mm. S'il bat Islam Makhachev, il fait quoi? Il passe deuxième du pound for pound? Tu vois? Il passe de la huitième à la deuxième place? Oui. Tu vois? Mais il y en a qui vont dire bah non, parce qu'en fait, il est monté de KT, donc en fait, il y a, tu vois, c'est ça qui est drôle. J'ai hâte de voir d'ailleurs si jamais ça se passe dans ce sens-là, j'ai hâte de voir quand même l'évolution du classement. Ça sera intéressant à analyser et je pense on pourra en faire une petite Moi, virgule juste dans le podcast pour d'actu. revenir au sujet initial. Donc sur Ankalaev, il parle de deux chemins différents. Tu préfères lequel? Tu préfères le voir affronter Khamzat si Khamzat monte, ou tu préfères voir Ankalaev monter en poids lourd après ses deux, trois défenses? Euh... Moi, je préfère le voir Alors, monter en poids lourd. alors je vais nuancer la chose. Regarde, si je parle du point de vue de Ankalaev, je préfère le voir monter en poids lourd. Si je parle du point de vue de Ramzat, je préfère le voir affronter Ramzat. Enfin, tu vois, parce qu'il y a toujours deux faces d'une médaille. Hein. Ramzat, s'il monte en lourd léger et qu'il arrive à battre Ankalaev, c'est pour sa legacy, c'est extraordinaire. Tu vois, Mhm. d'arriver, de monter et Non, non, parce mais que là, ça je te ferait une parle troisième KT, tu simplement, vois. je te parle du point de vue Mais spectateur. Tu préfères mais quoi, si toi? c'est en Ankalaev, j'ai envie de te dire en Ankalaev, j'ai pas forcément envie de le voir ni Non, dans mais l'autre. en Mais fait, tu vois, mais oui, la KT des oui, lourds, monter en fait. la KT Voilà, des c'est lourds, elle est ça. tellement plate que je me dis, ça reste quand même un combattant qui amène quelque chose qu'il n'y a pas forcément en lourd.
Donc intéressant de le voir Ouais, contre des profils comme ça. ouais, je suis d'accord, mais comme un Pereira aussi, s'il était monté. N'oublions pas qu'il y a une certaine époque, la KT des lourds, c'était des lourds légers, hein, qui étaient qui quetaient pas. Donc ça peut se faire. Hein, écoute, ouais, je sais pas, j'ai pas d'avis. Franchement, j'ai pas d'avis. Maintenant, si tu mets le combat de Shimev contre Ankalaev, alors alors je vais nuancer encore une fois. À la fois, je suis Le hypé. mec adore la nuance. Ouais. Mais comme d'habitude, parce qu'on n'est jamais blanc ou noir, même si aujourd'hui on est en black and white, mais on n'est jamais blanc ou noir. Je vais nuancer encore une fois. Euh, à la fois je peux être hypé, mais à la fois je peux m'attendre à un combat ultra chiant. Mais ultra chiant. Bah, il y a de grandes chances, ouais. Ouais. Donc à la fois ouais je suis pas hypé. Donc oui, donc alors si on s'attend à un combat ultra chiant, bah dans ce cas-là oui je préfère le voir essayer de monter, oui. Pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai envie que les mecs de 93 restent en 93 parce qu'en fait, la KT, elle est tellement aussi morte que si tu commences à faire un principe de vase communicant et puis de le faire monter, bah en fait, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques et c'est pas ouf non C'est plus, tu vrai vois. aussi. C'est vrai aussi. Donc, euh, donc bref. On verra ce que l'avenir nous dira. On enchaîne avec Marachev qui explique pourquoi il n'y a plus de champion américain. Eh oui, il nous dit l'UFC a simplement commencé à signer davantage de combattants, de nos combattants, donc entre parenthèses du Caucase. C'est la raison. Nos gars vivent pour ce sport. Aux États-Unis, par exemple, ils ne s'inquiètent même pas après une mauvaise performance. Derrière nos gars, il y a une famille, il y a toute une ville, toute une république, et ils ressentent cette responsabilité. Ils montent dans la cage avec ce poids et ils gagnent. Euh... Écoute, j'ai fait la liste des champions. T'as Pantoja, il est brésilien. T'as Merab, il est géorgien. Donc lui, ça colle avec le fait d'être d'un Caucase. Mais il est aussi américain. Hein, il le dit lui-même, hein, parce que ça fait depuis quelques années. Ça fait depuis 2012, je crois qu'il est aux États-Unis. T'as Mm. Volkanovski, il est australien. T'as Topuria, il est espagnol et géorgien. Donc lui, ça peut coller aussi. Mais bon, il a sa boxe anglaise, son sol et tout ça, c'est en Espagne qu'il l'a créé, qu'il l'a implémenté. JDM est australien pour l'instant, avant qu'il y ait le combat contre Islam. On a on a Shimaev pardon qui est tchétchène, donc lui ça colle avec. On a Ankalaev qui est d'Aghestan, ça colle avec. On a Aspinal qui est anglais, on a Shevchenko qui est kirghize et surtout maintenant péruvienne, parce elle s'est nationalisée péruvienne. On a Weili Zhang qui est chinoise, on a Kayla Harrison qui est américaine. Donc c'est vrai qu'il y a plus qu'un champion C'est la américain. seule. Ça fait 4 champions sur 11 qui sont du Caucase. Alors qu'en est-il des autres champions? Si on parle, je veux dire, ok pour les champions américains si tu veux, mais tu sais, qu'en est-il des autres champions? Si c'était que une histoire de volonté et de responsabilité et tout ça, enfin tu vois ce que je veux dire, il y aurait Mm. 100% de champions caucasiens, tu sais, à l'UFC. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Par contre, la vérité, c'est oui, il y a plus de champions américains. Hier, t'as écouté alors je sais plus c'est dans lequel Jab Life où ils abordent la question. Il y a Aldric qui donne tu vois, qui donne son opinion sur le sujet. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas si tu l'as entendu. Vas-y, dis. Parce que j'en ai écouté beaucoup des Jab Lives récemment là, Ou donc en gros, alors faut pas que je déforme ses propos. Je vais essayer de me rappeler au mieux. En gros, que dans les bourses à l'université, d'accord? Donc les élèves qui oui. sont boursiers, il n'y a pas de bourse faite pour le MMA. Ça veut dire que si tu veux continuer tes études, etc., tu dois rester dans ton Oui, secteur, la lutte, je l'ai etc. entendu. Tu vois. À l'heure où on sait que, alors à l'époque c'était très vrai, tu pouvais faire toute une carrière de lutte et faire ta transition après, et ça posait pas de problème. On se rend compte que c'est quand même de plus en plus compliqué et que maintenant il faut commencer quand même par le MMA le plus tôt possible. Finalement, on se retrouve avec des mecs qui restent dans leur circuit de lutte, qui vont faire leur transition après, mais souvent trop tard. Il y a beaucoup trop de retard. Alors que Aux s'il y avait une États-Unis, alors, bourse tu parles. aux États-Unis, oui, Ça, oui, oui, je c'est aux parle. États-Unis, oui, oui. Là, je me concentre que sur les États-Unis. C'est vrai que s'il y avait une bourse faite pour le MMA, qu'il y avait un circuit MMA, tu sais, à l'université, et qui pouvait s'entraîner et faire leurs études en parallèle, peut-être qu'il y aurait plus de champions américains. Et je trouve ça Ouais, j'ai entendu intéressant. cet épisode.
J'ai écouté cet épisode. Oui, c'est intéressant, effectivement, c'est intéressant. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu de ça, mais il y a aussi, je pense pas que ça soit une question de pas se remettre en question, justement, quand on fait une mauvaise performance. Je pense qu'une mauvaise performance, elle impacte tout le monde. Je pense que les Américains sont assez patriotes pour savoir qu'il y a une nation derrière. On le sait, hein. On le voit, tu sais, USA, USA. Tu vois tout le monde en train de crier ça dans le public. Donc le poids de la nation derrière, surtout aujourd'hui en plus où c'est encore plus vrai parce qu'il y a il y a un repli tu sais américain. Enfin, tu vois ce que je veux dire politiquement. Donc et on sait que y a beaucoup de combattants de l'UFC sont de ce bord politique. Donc je pense qu'ils sont sur la même mouvance, donc je pense pas que ça soit quelque chose qui leur fasse défaut. Moi je pense surtout que si on parle juste des combattants du Caucase, il y a un casse-tête technique à résoudre, tu sais, qui est pour l'instant leur lutte en chaîne mélangée à du judo avec du sambo. Et en plus ils ont corrigé certaines problématiques de boxe et de jiu-jitsu brésilien parce qu'ils la pratiquent quand même, parce qu'ils ont beau dire que c'est que du sambo, mais non, ils s'entraînent quand même dans les autres disciplines et font venir des champions d'autres disciplines. Donc ils gomment un petit peu les défauts qu'ils avaient. C'est là où ils ont été très intelligents, ce qui les rend plus complets. Maintenant, effectivement, il y a l'UFC et le MMA, c'est une affaire de cycle et ça a toujours été une affaire de cycle technique. Là, on est dans la période du Caucase avec une lutte caucasienne qui pose problème à la lutte américaine. Moi, je dirais plus qu'il y a vraiment une opposition lutte américaine, lutte caucasienne. C'est plutôt ça la problématique plutôt qu'autre chose et que ça peut tendre à changer parce qu'on commence à trouver des solutions. Là, on commence à le voir, hein. Tu sais, Paul Hughes contre Ousmane Nurmagomedov. Tu sais, on commence à voir un Volkanovski contre Islam Makhachev. Tu sais où il y a commencé à avoir des trucs où ça a commencé à le faire. On a Jack Della Maddalena. On verra ce que ça va donner contre Islam Makhachev. Il y a des solutions, tu vois, qui commencent à être trouvées. Et c'est marrant. On va ouvrir le débat là. Je trouve que les solutions, elles viennent du jiu-jitsu brésilien moderne. Tu vois, dans le sens où je vais être d'accord avec Aldric sur un point. Tu vois, là, il y a beaucoup de gens du jiu-jitsu brésilien qui ont débarqué à l'UFC ou qui ont débarqué dans le MMA, mais c'est des anciens. Les Buchecha, les Rodolfo Vieira, tu vois, les mecs comme Mm. ça. Je parle de grands champions, hein. Et ils ont débarqué sur le tard à l'UFC et surtout, ils ont un style jiu-jitsu très marqué jiu-jitsu. Tu vois, Mm. aujourd'hui, on a l'UFC BJJ. On a des profils donc qui peuvent faire des passerelles et on a aussi le One, hein, aussi avec le One Grappling et le One MMA. On a des combattants qui vont faire des passerelles beaucoup plus tôt. Je pense aux frères Yotolo, notamment Cade. Là, on commence à voir par exemple un Andrew Taquet qui met les gants et qui commence à se parer avec un Merab Valishvili et qui le fait taper dans tous les sens. J'en parlais en plus à l'open mat de Mathieu Husson la mardi avec quelqu'un. Je pense sincèrement que cette génération de combattants de jiu-jitsu brésilien qui sont ultra complets, qui ont une sacrée lutte et qui vont se mettre un peu à la boxe, je pense que ça peut être le prochain cycle dans le MMA mondial. Tu vois, je pense qu'il Ouais, va y et avoir un retour du jiu-jitsu brésilien. qui sont super jeunes en plus. Et c'est ça. Ils ont une vingtaine d'années. Donc, C'est des mecs ils qui ont ont atteint le largement le plus temps. haut niveau. C'est des mecs qui ont atteint le plus haut niveau mondial en jiu-jitsu à 19, 20 ans. Ce qui Mhm. fait que leur transition, ils vont la faire, tu sais, avec une bonne prépa. On va dire qu'à 22 ans, ils peuvent déjà combattre à très haut niveau en MMA. Mhm. Donc oui, oui, ça va être très intéressant à suivre ça dans les prochaines années. D'ici 1 ou 2 ans, je pense on va voir un renouveau de ce type de combattant sur le circuit. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus de ça, c'est des combattants qui, alors, je mettrais à part ceux qui sont uniquement des leg lockers. Tu vois, qui attaquent que les jambes, parce que justement, il y a quelqu'un qui m'a, enfin, quand j'en parlais, justement, il me dit, ouais, mais Gary Tonon, bon, Gary Tonon, déjà, lui, il est ancien, et il s'est pris un KO. Effectivement, mais pourquoi? Parce qu'il s'enroule dans les jambes. Et ça, on l'a déjà dit, quand tu t'enroules dans les jambes et que tu te foires, et bah, t'es à portée de frappe. Et en plus de frappe avec grande amplitude, parce que le mec est relativement haut et toi t'es collé au sol quoi. Donc forcément les frappes en amplitude tu peux prendre un KO. Mais tu prends des Andrew Taquet, tu prends des Kedre Tolo, tu prends ces mecs là, c'est des mecs qui soumettent sur le haut du corps. Donc qui ont une lutte qui est bonne parce que franchement tu vois Andrew Taquet il va Ah, dans tu un peux club de même lutte dire excellente, hein. il est excellente. Donc alors oui, ils seront pas champions du monde de lutte hein, mais pour un niveau MMA
ou pour un niveau jiu-jitsu brésilien, ils sont très très bons. Voilà, et ils sont basés sur des prises de dos, sur des étranglements, tu vois, sur des bras-têtes, sur des, tu vois, ils ont un jeu et un jeu en chaîne, un grappling, tu sais, déjà une lutte en chaîne et un grappling aussi de transition, de position, de transition, de soumission, de transition. C'est pas un truc unidimensionnel. Donc c'est des mecs qui sont très forts et quand tu vas arriver au sol avec eux, ça va être un sacré bourbier, mais un vrai bourbier et pour s'en défaire, ça va être très compliqué. Donc c'est vrai que ces personnes-là, ces profils-là, tu vois, pour moi, sont celles qui ont la clé du casse-tête caucasien. Tu vois, de la lutte caucasienne et du sol caucasien. C'est pour moi, c'est eux qui l'ont parce qu'on le voit déjà. Il y a le l'AIGA par exemple, l'AIGA qui est une compétition par équipe en grappling, qui voit s'affronter, il y a la première édition, il y avait la team Rabib contre la, ah merde, comment c'est le nom de la team, enfin bon bref, avec l'élite de ce qui se fait en jiu-jitsu brésilien aujourd'hui en grappling. Monfoldo, merde, j'ai un trou de mémoire, bref, je me souviens déjà pas des prénoms des gens, donc la team des teams on va oublier, mais en tout cas voilà, ça a été dans un sens, c'est-à-dire que le niveau de sol et de lutte, il était bien au-dessus de la part des combattants d'élite de jiu-jitsu brésilien par rapport aux samboïstes, on va dire, daguestanais, tu vois. Donc ces mecs-là, tu leur mets un peu de boxe, tu vois, tu refais la même intelligence de préparation qu'ont eu justement les combattants caucasiens en comblant les déficits, en allant boxer et donc en conservant leur sol et leur lutte. Ah, ça va être compliqué. Moi, je demande à voir. Parce que comme tu dis, en fait, les combattants caucasiens qui se sont mis au MMA, donc ils auront l'avantage des années et de l'expérience puisque ça fait plus longtemps qu'ils y sont. Et ils auront du coup, tu vois, finalement, ils se sont quasiment transformés parce que même si leur lutte ne fonctionne pas et s'ils savent qu'ils peuvent pas aller au sol parce que le niveau est trop haut, ils peuvent se contenter de rester debout et boxer parce que leur niveau en boxe maintenant devient excellent. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors sur le plus haut niveau, tu vois. Oui, effectivement. Vraiment là quand tu me dis ça, moi je pense Je parle du vraiment haut niveau. le plus haut niveau, tu vois. Mais avant d'atteindre le plus haut niveau, il y a des combats à faire. Donc l'expérience, elle va venir aussi, tu vois. Mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Je sais, je dis je le pense, j'en ai pas la certitude non plus, hein. Mais je pense parce que pour moi, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de l'anti-jeu sambo, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc pourquoi pas? Et quand tu vois, bon c'est pas la même catégorie, hein, mais Andrew Tackett qui fait taper dans tous les sens un Merab Valishvili en MMA, hein, avec des gants de MMA. Après, hein. Enfin, tu sais le truc c'est que faut aussi parler de nombre. De tous ces futurs prospects du JJB, tout le monde ne fera pas la transition. Même rares sont ceux qui la feront. Là bien où sûr. l'objectif premier de tout le Caucase, finalement, c'est le MMA. Tu vois. Alors, Ils sont je tous suis d'accord portés avec par toi. ça. Donc, par le nombre, ils sont toujours dominants. Je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a un élément qu'il n'y avait pas à l'époque. Parce que pourquoi les gens du Jiu-Jitsu faisaient la transition avec le MMA? C'était pour des raisons financières. C'est parce qu'il y a plus d'argent dans le MMA. Aujourd'hui, il y a Et de l'argent dans le Jiu-Jitsu. c'est en train de se gommer, ouais. Voilà, donc il y a des combattants qui vont rester au Jiu-Jitsu parce qu'ils veulent pas prendre de frappe et ils auraient raison. Hein. Rodolfo Vieira, faut pas oublier qu'il a peur des frappes à la base. Hein. Donc il n'était pas prédestiné à faire du MMA. Mais justement, c'est ça aussi moi qui me plaît dans cette idée, c'est que justement les combattants qui vont faire la transition, ça sera par envie de faire la transition et pas par besoin. Tu vois. Donc ça sera des gens qui vraiment auront à cœur de performer dans le MMA. Et pas que prendre du chèque. Parce qu'ils ont un nom qui se sont créés dans le jiu-jitsu brésilien. C'est ça, moi, que j'aime. Le niveau du jiu-jitsu brésilien mondial, pour l'instant, le top reste les États-Unis. Donc, tu vois, c'est là où je me dis, tu vois, potentiellement, pour l'instant, s'il y a une transition de certains combattants, ça serait des combattants américains, et là, on pourrait se retrouver avec plus de champions américains, tu vois. Et il y aurait un principe de vase communicant. En fait, je pense pas que ça soit une question de nation, tu sais, de motivation, comme il le dit. C'est juste une question d'air, de cycle, et de savoir à un moment quels sont les combattants les plus forts dans un pays.
Tu vois, et pour l'instant, bah, force est de constater. Nous, tu vois, on a un très bon pays du striking. Tu vois, et on le voit avec un Assourdine, qui en est un représentant. On peut ou un William Gomis ou tu vois, on a des bons Cyril strikers Gane, en France. Cyril Gane, tu vois, on a des bons strikers. Tu vois, demain t'as Cyril Gane qui prend la ceinture et t'as Nassourdine qui prend la ceinture. On peut se dire bah alors le Caucase, nous on est un pays où derrière on n'est pas une nation. Mais par contre on a, tu vois ce que je veux dire, on a un très bon striking et donc voilà, on a réussi à choper des champions, tu vois, en proportion. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a aussi la proportion du nombre de combattants que tu envoies. hum, Tu vois, bien sûr. c'est ça, en fonction du pays. Tu vois, t'as autant de champions, plus t'as de profils, plus t'as des champions. Tu vois, en Chine, potentiellement, ils ont, s'ils se débrouillent bien, ils ont la possibilité d'avoir beaucoup de champions à terme parce ils sont très nombreux. Donc, sur le nombre qu'ils sont, sur le 1,7 milliard ou je sais pas combien ils sont, ils peuvent trouver des profils qui peuvent devenir champions UFC. Tu vois, nous on est quelques millions, donc bon forcément faut voir la proportion, tu vois. Un Thomas Minal par exemple en Angleterre, bah c'est l'équivalent de je sais pas moi 3 champions, on va dire, si on fait des calculs, tu vois, en Ah, fonction bien du sûr. nombre qu'on est dans un pays, tu vois. Donc donc à voir. Mais bon, son explication, je l'entends parce qu'il y croit. En fait, il y croit, il en est convaincu. Hum, Mais je pense pas qu'elle soit bonne, tu vois. Oui, alors oui. Par contre, il y a un point où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit il y a une nation derrière. Tu vois, il y a une république, il y a toute une république derrière, c'est-à-dire pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue financier. Les sur ça, nations, on est et d'accord. ça a toujours Sur ça, on est été, d'accord. donnent énormément de moyens aux combattants pour réussir dans leur sport. Et ça, moi, je Tout est l'ai mis en connu à place. l'époque où j'étais en équipe de France, où je payais mon déplacement, et où, quand t'avais un Ukrainien ou un Russe qui gagnait une médaille d'or, il touchait 80 000 euros. Tu vois, 60 000 ou 80 000 euros. C'est pas la même chose. Tu vois, quand toi, tu dépenses 2000 balles, et quand eux, ils gagnent 80 000. Tu vois, Bah, quand eux, disons leur que même, formation, elle est prise en tu vois, charge, même et à toi, l'entraînement, t'es en associatif, tu vois. bah, c'est ça. Même à l'entraînement, je pense que tu donnes pas la même intensité. Enfin, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc oui, sur ça, il a raison. Sur ça, il a raison complètement. Mais ça, ça changera pas. Non, non. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Hein. C'est un vrai débat. C'est un débat intéressant. Mais voilà, on peut ne pas être forcément d'accord avec lui sur tous les points. Je pense pas que c'est juste le fait d'être juste animé par quelque chose. Oui, ils ont ce truc, tu sais, d'orgueil, tu sais, où ils veulent pas perdre parce que voilà, on va dire que le côté patriote est très fort chez eux. Mais je pense pas que ça soit que ça, et je pense pas que les Américains, quand ils perdent, ils se disent ouais, bah tranquille, ça va, la vie est belle. Tu vois, non, je pense pas non plus comme un Français, comme un Anglais, comme un Australien. Tu vois, quand tu perds, t'es dégoûté et tu te remets en question et t'y vas. Tu vois, tu prends comment Dricus du Plessis, il a pris une claque, il a fait le bilan. Il a dit Bien voilà, sûr. c'est bon, j'ai fait mon erreur, je vais revenir au meilleur. Il est pas Ça, rentré chez lui en disant ouais bah tranquille, ça va, j'ai fait mon temps, tu vois. c'est un état d'esprit qui est propre à chacun. Et de toute façon, quand tu arrives à ce niveau-là, pour reparler juste du haut niveau, c'est que t'as cette mentalité, tu vois. C'est que non, la défaite, tu t'en fous pas. C'est pas possible. Ah oui, Sinon, t'aurais c'est jamais ça. atteint ce niveau-là. Bah, exactement. En parlant de champion, John Jones, champion à vie, ça te parle ou pas? Il a fait cette proposition un jour au vu de ses accomplissements dans la cage, d'avoir ce titre de champion à vie. Et Daniel Cormier, il est plutôt d'accord avec ça. Il dit John Jones veut être considéré comme un champion pour toujours, forever. Il a dit qu'à présent, il devrait être appelé Forever Champion, avec mon bel accent, grâce à tous ses accomplissements à l'UFC et le temps que ça a duré. C'est le Jones que j'aime. Ça, j'aime. Je n'aime pas la pleureuse. J'aime ça parce que tu as affronté 3 décennies de combattants. Il a dit ça dans Good Guy, Bad Guy, donc dans son podcast avec Chael Sonnen. Écoute, avant de parler de si on est d'accord ou pas de cette histoire, moi j'ai dit ces deux-là, c'est quand même la plus belle histoire de Je t'aime moi non plus de toute l'histoire de l'UFC, et c'est plutôt ce titre-là qu'on devrait leur accorder. Tu vois, c'est C'est ce un que vieux j'allais te couple. dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Un jour il l'aime, un jour il le déteste, Cormier. Tu vois, un jour Ah, il dit c'est du bien de lui, fabuleux. un jour il dit du mal.
En fait, je pense que bon, ils s'aiment pas. Je pense que ça changera jamais. Ils s'aiment Mais ils pas. se respectent. Mais d'un autre côté, alors non seulement ils les respectent parce qu'il l'a battu 2 fois, Ouais. Mais je et pense que surtout même Jones aussi, respecte Cormier. oui, parce que ça a été sûrement un de ses combats, un de ses défis, et une de ses, ils se sont affrontés combien? 2 fois, 3 fois? Deux fois, je crois, de Deux mémoire. fois, 2 fois. Euh, Ouais, ouais, ça a ouais, été bon, bref. un. Bon, disons que pour Jones, c'est son adversaire le plus emblématique, tu vois. Et et plus Jones a de la valeur, plus Cormier en prend aussi parce qu'il a fait des guerres avec Jones, Et bien sûr. tu vois. De grandir le mec qui t'a battu, enfin, ton ressort grandit toi aussi. On peut pas dire qu'il est nul, sinon ça voudrait dire qu'il se fait battre par un nul. C'est pas possible. Parce que finalement, quand tu regardes sur le papier, c'est le seul qui l'a battu. Bon, il y a cette défaite. Non, après il y a Stipe, mais bon, il était vieillissant. Disons que dans sa KT, en lourd léger, quand il est à son top, le seul qui le bat, c'est Jones. C'est sa bête noire. S'il n'y a pas de Jones, Cormier est un champion ultra dominant des lourds légers, et c'est peut-être même lui qu'on érige en grand champion à la place de John Jones. C'est Bien juste qu'il sûr. tombe à une époque où il y a un mec imbattable. C'est comme ça. Donc le fait de le reconnaître, bah, ça le grandit lui aussi. Maintenant, au sujet du champion Forever, écoute, faut arrêter au bout d'un moment. D'accord, ton Moi, statut, pour beaucoup, t'es le GOAT, Hall of Fame, ce que tu veux et tout mais c'est ça. ça en fait. Tu vois, Mais le Hall of il y a un Fame, moment. pour, tu vois, le Hall of Fame, pour moi, c'est un peu ce truc, tu vois. T'es un champion forever, voilà. T'es dans le, tu fais partie du Graal de l'UFC, et mais ça suffit. Il y a rien de plus en fait. Champion forever, c'est quoi? Non, et puis en plus de ça, Il il fait veut partie de toucher son ceux. salaire à vie aussi? Bah pourquoi pas? T'as la bourse qui va avec. Il veut le million par an, tu vois. Euh, mais mais c'est surtout, tu sais, dans ces Hall of Famer, rares sont ceux qui sont des champions linéaires, tu vois, qui sont partis invaincus. Tu vois, et lui, il l'a fait dans deux catégories. Alors, on dira, oui, Messi, Aspinal, oui, blablabla. Bla, bla. Ok, d'accord. Mais bon, force est de constater qu'il est parti dans deux catégories en étant invaincu. Eh, ça, c'est déjà ça. Ta legacy, elle est déjà faite. On n'a pas besoin de le tamponner encore une fois. Tu vois, on n'a pas besoin de ça. C'est fait de toute façon, et tu seras toujours clivant, et il y aura toujours des gens qui diront oui mais non je te respecte pas parce qu'il y a il y a l'extérieur de la cage, il y a l'extra sportif. Il y en a qui diront on s'en moque, on sépare l'homme de l'artiste. Il y en a qui diront écoute, il y a pas besoin de ça. Mais encore une fois, tu vois, Tu tu le sais c'est disais quoi tout à l'heure avec le, Ankalaev, c'est pour faire parler de lui encore une fois, tu vois, c'est pour mais tu sais toujours c'est quoi le toute sa vie il problème? dira que c'est le meilleur. En fait, le problème avec John Jones, c'est que je pense qu'il acceptera jamais de pas avoir fait le combat contre Aspinall. Ça lui manquera toujours. Ouais, Mhm. j'ai complètement balayé ce combat, hein. Pour moi, il aura plus lieu. Mais ça lui manquera toujours, et il a besoin. En fait, tu sens qu'il a pas tourné la page. Un combattant qui prend sa retraite et qui tourne la page, il sort du game, il en parle plus. Il y a plein de combattants qu'on n'a pas entendu, ils ont pris leur retraite. Je sais pas qui va me venir en tête. Toi, tu prends Robbie Lawler. Robbie Lawler, il a posé les gants. Salam, c'est fini. Tu ne vois plus Robbie Lawler. Est-ce que tu as déjà entendu une news de Robbie Lawler? Non, 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 non. Mais est-ce qu'il est en Mais, capacité d'écrire des news mais même, avec toutes les guerres qu'il a fait? non, mais même Georges Saint-Pierre, tu vois, Georges Saint-Pierre, il parle du MMA parce qu'on l'interroge sur le sujet, ça reste un nom important. Mais il parle pas finalement de j'aurais pu battre lui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Il reste en dehors des accomplissements qu'il aurait pu faire ou non. Il parle Oui, juste d'ailleurs, du il est sport très qu'il clair. aime. Il dit on m'a proposé 5 Ouais, millions pour lui, tu vois, c'était avec qui? Avec comment il s'appelle qui a été champion, le Renoir, qui a été battu par Kamaru Usman, Leon Edwards, non, 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 non. qui a été battu par Woodley. Woodley, Tyrone Woodley qui lui propose 5 millions pour faire un combat, je crois que c'était en boxe, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'il a dit non mais moi ça y est, je suis passé à autre chose. Tu vois, lui pour le coup, il le Voilà. dit, je suis passé à autre chose, ça y est, j'ai pris ma retraite, il a pris ses deux ceintures, voilà, au Voilà, pire tu combattre en vois, grappling, c'est pourquoi acté. pas, mais ça y est, c'est acté. Ça y est, on n'en parle plus. Je fais un peu de cinéma et c'est très bien comme ça. Tu vois, dans ceux qui ont, pour moi, à mon sens, un peu eu du mal à tourner la page, il y a aussi Rabib Nurmagomedov.
tu vois, qui a fait des prises de parole qui sont pas du même acabit que Georges Saint-Pierre. Tu vois, dans le sens où il a critiqué beaucoup, notamment avec En fait, José Aldo et tout ça. ouais, Tu vois, il a beaucoup critiqué. Il donne encore beaucoup trop son avis sur le MMA. Un qui a tourné la page, Dimitri Johnson. Lui, pour le coup, ça y est, il a pris sa retraite et ça y est, c'est acté. Il y a pas de problème. Il peut donner son avis, mais il y a pas de, tu vois, il y a pas ce truc ouais, où ah, je tu sais, suis c'est toujours dans d'accord. Mais l'entre-deux. parce que, Tu vois, il y a des combattants, tu te dis tous les jours ils peuvent revenir. Tu vois ce que je veux dire? tous ceux que tu as cités qui ont tourné la page, ils ont été au bout de leur accomplissement. Je pense qu'ils en sont Ouais. conscients, même s'ils ont fini, par exemple, sur des défaites ou des victoires, peu importe. Ils ont été au bout, ils savent se situer sur le niveau actuel. Khabib, ça, pour prendre son exemple, son départ, il est un peu précipité suite aux événements avec le décès de son père, etc. C'est Sinon, ça. il était encore là, Khabib, au moins pour un combat, tu vois. Donc, Hmm. il y a quand même en fait finalement ce retrait qui est pas sa volonté première. Donc, il y aura toujours ce manque. Jones, Jones, tu sens, moi, je pense qu'il aurait voulu un combat en plus. Il aurait Hmm. voulu, il voulait encore combattre, il se sentait encore capable de le faire. Ça c'est pas fait. Je sais, je sais pas pour quelle raison, parce Seul que lui le sait, visiblement, seul lui le sait, voilà. c'est parce que tout était aligné pour le faire. Ça ne s'est pas fait. Il aura quand même ce regret au fond de lui, donc il continuera de parler. Il continuera de parler. Hmm. Et le Comme un problème, Conor c'est que, McGregor aussi, tu vois. comme Connor, le problème, c'est que c'est des mecs qui, quand tu regardes leurs accomplissements, ont une carrière incroyable. Et en fait, plus ils parlent en dehors de leur retraite, plus ils continuent de parler, plus ils se décrédibilisent eux-mêmes, en fait. Ils ont plus besoin de parler. En fait, leurs actes parlent pour eux-mêmes. C'est des immenses champions. Ils devraient prendre un peu de recul sur le truc et fin de l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah c'est vrai que ça détruit des legacy, hein. Tu sais, je pense surtout là à Jones et Conor. Ça détruit des legacy, pour le coup. Des gens qui ont fait des gros accomplissements et qui aujourd'hui ne sont plus connus que pour leur sortie médiatique que pour ce qu'ils ont fait dans la cage. Et c'est vrai qu'ils Mais en devraient, fait, tu vois, ce qui est cette logique, parce sortie-là, que elle est inutile. ce qui est logique, parce que quand tu viens de prendre ta retraite et que tu parles un peu, bon, tu parles encore à la génération qui t'a connu. Mais quand 3 4 ans après, tu continues de parler, il y a d'autres nouveaux fans qui arrivent, qui finalement n'ont pas suivi ton run, qui savent même pas ce que t'as accompli, et qui t'entendent juste parler et se disent, mais pourquoi il parle en fait? Je suis d'accord. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Il y en a un autre, d'ailleurs. C'est pas la transition que je voulais faire, mais elle s'induit d'elle-même. Tu vois, qui finalement a la même problématique, à mon sens, mais dans une autre discipline, c'est Gordon Ryan. Tu vois, je voulais faire une transition coach de John Jones. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Gordon Ryan qui prend sa retraite de combattant, lui pour le coup. Alors, on va pas parler de ça, hein, mais qui a pris sa retraite de combattant et qui continue ses sorties médiatiques. Alors, il est en pleine Ouais. promotion de sa nouvelle salle, il prend la succession d'un John Danaher et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu vois, il se permet de critiquer des performances de combattants, permet de... Tu vois, là, il a donné son avis sur Khamzat Chimaev. Comme je te l'ai dit en off, et je vais le dire en on, ce qu'il a dit pour Khamzat Chimaev, c'est très vrai. Mais j'aurais bien voulu voir si Khamzat Chimaev avait été en grappling, tu vois, dans le circuit du grappling, s'il avait été aussi complaisant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vois, j'avais le souvenir du combat, c'était qui? C'était Nicky Rod contre Kenan Duhart, où t'as Nicky Rod qui prend la monte sur Kenan Duhart et qui essaye le bras-tête et que il dit visiblement ils ont pas vu les instructionals, un pour se finir en bras-tête et l'autre pour sortir de la monte. Tu vois, alors que c'était un combat qui était technique, qui était beau à voir, enfin tu vois, qui était intéressant. Bon, même si c'est vrai un peu trop de moments sur la montre, mais bon voilà, c'est les deux des plus grands noms du jiu-jitsu actuel. Et tu le vois, il est très 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 critique. Tu vois, il a pas cherché à voir du positif là-dedans. Donc là, il cherche du positif dans le Bah, MMA, mais j'aurais bien voulu le voir si le non, mais même combat serait en grappling. Mais la différence, c'est il a pas cherché de positif parce que c'est des potentiels adversaires, c'est des mecs qu'il a déjà affrontés. Donc il y a déjà un clash entre eux. Là où avec les non, mais mecs on du est MMA, d'accord. il sait que de toute façon on les affrontera jamais. Donc On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il fait des sorties médiatiques qui sont souvent très bonnes, d'ailleurs, mais souvent elles desservent le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est c'est un pas peu la nouveau même ça. chose.
Oui, non, c'est pas C'est pas nouveau, mais nouveau, c'est ça encore pire. concerne Gordon Ryan. C'est encore pire depuis que ses problèmes de santé fait qu'il est éloigné de la cage. De la cage, du Bah, tapis, tu vois. forcément. Mais ça Eh oui. c'est une certitude parce que je pense qu'il a une frustration au level maximum. Tu vois, Ah, de ouf. c'est horrible en fait puisque t'es le meilleur de tous les temps. Jusqu'à présent, en tout cas, on te voit imbattable sur toutes tes sorties. Tu gagnes avec une telle facilité quasiment tous tes combats. On a eu un petit bug. Ça a coupé. Tu étais en train de dire, et heureusement que... Heureusement que Gordon Ryan a généré autant d'argent finalement en peu de temps, tu vois. Donc ça, je pense que ça peut apaiser quand même sa frustration. Il n'a pas été au bout de tout ce qu'il pouvait faire dans le grappe. Il a quand même accompli énormément de choses. Mais en tout cas, financièrement, il s'est mis à l'abri. Donc déjà, ça reste un des objectifs principaux d'une carrière, hein, et lui, il l'a réussi. Oui, et en tout cas, si jamais, de toute façon, il n'y aurait pas de suite pour lui, notamment à l'UFC, parce que c'est ça le sujet. En fait, la passe D, elle était vers le sujet, c'est qu'il ne combattra jamais à l'UFC pour une raison qui est simple, le dopage. Le communiqué qui a été fait à JITS Magazine, nous voulons professionnaliser le sport. Alors, ce sont les meilleurs dans le monde ce sont les meilleurs dans le monde, oui, face aux meilleurs, n'est-ce pas? Les meilleurs dans le monde contre les meilleurs dans le monde propre. Ce n'est pas le jeu du plus dopé, non, et Gordon Ryan ne participera jamais à l'UFC BJJ. Si vous êtes dopé, vous ne participez pas. Sans dopage, il n'y a pas de Gordon. Je ne dis pas ça parce qu'il je dis ça parce qu'il le dit lui-même. Il refuse de ne pas utiliser de produits dopants parce qu'il pense que ça fait partie du package d'un athlète. Donc voilà, le message est clair. Pas de dopage à l'UFC BJJ. Bon, je pense que pas de dopage à l'UFC BJJ. On reste dans le monde du jiu-jitsu brésilien quand même, hein, on va pas se mentir. On sait que c'est pas le milieu le plus propre des sports de combat. Hein. On sait parce qu'il Du y a sport. peu de contrôle. Bon, Gordon Ryan, de toute façon, on l'a dit, hein, ses problèmes de santé font qu'il ne pouvait pas forcément combattre de toute façon quoi qu'il arrive. Mais au moins, voilà, il y a un message qui est passé. On n'y croit pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est passé. Je pense qu'il y a un autre problème quand ils parlent quand ils disent les meilleurs du monde contre les meilleurs du monde. Et ça a été, on en a déjà parlé en faisant une com sur, enfin en tout cas pas une com, mais un sujet sur Craig Jones. Et ils en ont parlé aussi dans le Jab Life avec Julien Casier, justement, qui retrace l'évolution, on va dire, du jiu-jitsu brésilien. Le problème, c'est aussi l'exclusivité des signatures. C'est à partir du moment où tu signes un contrat exclusif, bah tu te prives d'avoir les meilleurs du monde parce que les meilleurs du monde veulent combattre partout et c'est comme ça qu'ils prouvent que ce sont les meilleurs du monde. Donc là où c'est transposable pour d'autres disciplines, c'est compliqué pour l'UFC. Maintenant, il y a un vrai débat aux États-Unis justement sur le dopage. Gordon Ryan a fait beaucoup de sorties là-dessus, parce que c'est ça le vrai sujet en fait. Et il a fait beaucoup de sorties sur le dopage en disant que le sport serait beaucoup plus beau et beaucoup plus intense avec du dopage. Il y a toujours les gens qui sont contre ça parce que c'est des problèmes de santé potentiels. Mais il y a un débat parce que je sais pas si on en avait déjà parlé sur cette chaîne, je m'en souviens plus, mais aux USA va y avoir les JO du dopage. Les jeux améliorés, ce qu'ils appellent, qui vont avoir lieu du 21 au 24 mai 2026 à Las Vegas avec $1 million pour chaque personne qui battrait un record du monde. T'as suivi ça un petit peu? Pas Non? du tout. Écoute, je vais t'expliquer un petit peu ça, vite fait, parce que c'est moi je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a déjà donc un nageur qui a battu un des records du monde dans sa prépa. Alors le dopage dans la prépa, enfin dans la natation, c'est aussi, tu sais, les combinaisons en peau de requin là. Tu sais qui Ouais, te ouais, font oui, aller oui, plus oui, vite. oui, oui. Tu vois? Qui sont interdites d'ailleurs maintenant. Qui sont interdites, effectivement, parce que c'était pas du tout, ça favorisait certains athlètes par rapport à d'autres. Il y aura que de la natation, du sprint en athlétisme et de l'haltérophilie, avec des athlètes non pas hommes-femmes, mais XXXY. C'est important pour eux, donc tu vois, il y a pas que le sujet du dopage là-dedans, il y a aussi le sujet des transgenres et tout ça, tu vois, qui sont mêlés dans ces trucs-là. C'est pas des nations mais des individualités qui vont participer et avec $250,000 à la clé juste parce que tu participes à ces JO. L'idée c'est de dénoncer l'hypocrisie du dopage et c'est pour ça que c'est intéressant
et de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est que des produits prescrits par des médecins, donc EPO, stéroïdes et tout ça. Par contre, les drogues illégales ne seront pas autorisées. Bien sûr, il y aura pas de test antidopage, hein, c'est parce qu'ils disent ça, mais il y aura juste un contrôle de santé des combattants, enfin pas des combattants, mais des athlètes. Il y aura pas de sport de combat d'ailleurs là-dedans. Hein. Le mec parle de sport amélioré et de future surhumanité, tu vois. Et s'il y a des morts, bah c'est pas grave. Le progrès humain, c'est sa citation. Le progrès humain comporte des risques et le sport de haut niveau ne fait pas exception. Tu vois, il y a un vrai sujet, j'ai l'impression en ce moment sur dopage ou pas dopage. Tu vois, est-ce que on doit l'accepter, arrêter l'hypocrisie? Est-ce qu'on doit continuer à le combattre? Est-ce qu'on doit, enfin, tu vois, c'est vraiment un sujet du moment, quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'aux États-Unis, mais plus encore aux États-Unis, ce pays de la liberté. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Ouais. Écoute, je sais pas quoi en penser, hein. Bah, on sait de toute façon que ça existe, que c'est camouflé. Des JO du dopage. Là, franchement, je suis choqué de l'info là. Je suis choqué de l'info. Des JO du dopage. En fait, je t'ai Finalement, donné. c'est des JO classiques en vrai. Ouais, sauf que t'as pas C'est toutes des les JO classiques. tu vois. Et ça se passe dans Ouais, un ouais, mais hôtel. ça reste des JO classiques, sauf qu'on avoue officiellement que les athlètes sont chargés. Je suis désolé, on sait très bien que tout ce qui est, alors, certains sports sont plus impactés que d'autres, mais prends l'exemple du sprint. Je pense que c'est un sport qui est bien connu pour son dopage, tu vois. Le sprint, l'haltérophilie, le tir de précision, tu sais, où ils prennent Le tir de précision, ouais, des il y a métabloquants, hein. des métabloquants, Ils ouais, prennent pour des métabloquants pour pas trembler, etc. Ouais, finalement tous les sports de haut niveau, mais à partir du moment où on l'a déjà eu ce débat 1000 fois, hein, à partir du moment où t'en demandes toujours plus aux athlètes, où tu leur demandes en plus d'être fort maintenant de faire du spectacle, je parle pour nos disciplines à nous, tu vois, parce qu'être fort ne suffit plus, il faut aussi faire du toutes les spectacle, disciplines, faut hein, parce que le aussi sprint c'est aussi du spectacle, hein, quand tu bats un record du monde, tu vois, tu graves ton nom dans bien l'histoire, tu sûr, en vois. fait, tu demandes de faire tu demandes à des humains de faire des performances surhumaines. Donc à un moment donné, faut pas s'attendre à autre chose que qu'ils prennent ce qu'il faut pour réaliser ces performances. Ouais. Je pense que le corps a quand même une limite. On n'en est pas on n'est pas loin de l'atteindre cette limite naturellement. On l'a même déjà atteint sûrement. Après, il y aura toujours des exceptions, tu vois. Il y aura toujours des mecs ultra rapides, etc., qui auront besoin de rien, qui seront rapides naturellement. Mais pour le commun des mortels et pour plein d'autres athlètes, pour arriver à ce niveau-là, il y aura forcément besoin d'un coup de main et c'est une réalité. Alors jusqu'à maintenant, le coup de main, tu sais, il venait surtout du matériel. Tu sais, vraiment les chaussures, enfin pour certains sports, hein. Tu sais, je parle pour le sprint et tout ça. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on a amélioré les performances, c'est parce que bon, il y a la qualité de l'entraînement, c'est déjà quelque chose, mais t'as aussi les revêtements, tu sais, des pistes, t'as les chaussures, t'as le textile qui frotte moins, t'as, tu vois, chaque microseconde est aussi due au matériel que tu prends. C'est pour ça d'ailleurs que le débat sur la combi en natation, finalement, c'est une évolution du matériel. Tu vois, c'est parce que tu réduisais Hmm. ta friction de ton corps dans l'eau. Tu vois, après c'est juste que tout le monde ne pouvait pas s'offrir ce genre de matériel et donc bah tu jouais pas avec sur un même pied d'égalité. Mais on va dire que quand la limite matérielle est atteinte aussi, il y a un moment, bah la limite physique, ça passe par effectivement les produits dopants. Et comme on dit souvent, et puis il y a beaucoup de sportifs qui ont avoué s'être dopés au moins une fois dans leur carrière et tout ça. Et on sait que c'est pas que Est-ce aussi pour les que, performances, c'est aussi pour la récupération, ce genre de choses. Bon, maintenant, est-ce que vas-y. il y a une liste d'athlètes qui est sortie là sur ces JO? Oui, il y a Magnussen, je sais pas quoi, c'est un nageur qui a déjà été champion. Il y a pas une liste d'athlètes encore, hein, mais déjà il y a quelques champions comme D'accord, ça mais ce que je qui veux vont dire, c'est participer. est-ce que c'est des mecs, par exemple, est-ce qu'il y a des athlètes qui ont fait les JO classiques, tu vois, Bah, je crois que lui il a fait les JO. Ouais. ok. Donc voilà, donc il y aura une bonne comparaison quand même. Parce que c'est pas, tu prends des mecs sortis un peu de nulle part, tu les charges comme des mules et t'essayes de voir ce que ça donne. Ça reste des mecs de très très haut niveau. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais c'est à voir. Donc Mais si, ouais, c'est voilà. un vaste débat. Hein. C'est un vaste débat et
Pour moi, la santé prime avant tout, déjà. Maintenant, en fait, le truc, c'est que Mais attends, attends, si tu fais un truc dopage légal avec des prescriptions médicales et un suivi médical, tu vois, ça change encore la donne. Parce que quand tu le fais dans ton coin et que tu te dopes n'importe comment et que là tu risques ta santé, peut-être qu'avec un vrai suivi, tu risques peut-être moins ta santé. Bon, je sais pas. Mais quand tu vois comment Gordon Ryan a fini, en justement. fait, tu vois, la santé prime, je pense que tout le monde est d'accord avec ce point. Le truc, c'est que la santé prime, c'est complètement contradictoire avec le sport de haut niveau, peu importe le sport. Hmm. Le sport de haut niveau va à l'encontre de ta santé, et particulièrement les sports de combat. Tu sais très bien, peu importe le sport de combat que tu fais, ta santé, tu lui fais pas du bien, dans tous les cas. Même si t'es suivi, même si t'as des soins adaptés, tu lui fais pas du bien à ta santé. Ouais, mais Donc, tu risques moins c'est de paradoxal. développer un cancer plus rapide parce que t'as mis des choses dans ton corps qui développent la croissance, tu vois, ne serait-ce que de tes muscles ou de tes cellules ou de ce genre de choses et que ça développe les cellules cancéreuses. Tu risques moins de charger ton cœur, de le faire dépasser sa limite et donc de faire une attaque sur pendant une épreuve. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que oui, c'est mauvais pour ta santé, tu vas faire des commotions, tu vas faire des trucs, mais bon, disons que si tu favorises le dopage, tu favorises aussi le fait que quelqu'un claque complètement meurt lors d'une épreuve. C'est des choses qui peuvent arriver. On le voit avec tous les Ouais, mais footballeurs comme qui tu se le mettent à dis, faire des attaques, tu sais, d'un coup ils sont sur le terrain, hop, attaque cardiaque, tu vois. ouais, mais comme tu le dis, en fait, c'est déjà fait en sous-marin. C'est Ouais, déjà fait en sous-marin. ouais, Et ouais, du ça coup, serait, sans aucun suivi. ça, Attends. Je dis pas que je suis pour le ouh, dopage, hein. ouais, Je suis ni pour, en fait, je suis ni pour ni contre. C'est un sujet qui me dépasse, mais je comprends le débat et je trouve que le débat, il est beaucoup plus compliqué que ce mm, qui paraît. Tu vois, la ouais. première des choses qu'on voudrait se dire, c'est non, c'est n'importe quoi, le dopage, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un débat encore une fois où c'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas un débat de posture. C'est savoir ce que ça va donner. Bah d'ailleurs, tu sais, ce risque qui est pris dans ces JO là, c'est quelque chose qui va faire avancer le débat aussi. Tu vois, dans un sens ou dans l'autre. Si ça se passe très bien, que c'est très bien encadré, que ceci, que cela, qu'il n'y a pas eu de couac et tout ça, je te jure il peut y avoir. Après, il y a un point de vue déontologique, tu vois, mais il pourra y avoir une évolution, de toute façon, à terme de certaines choses. Tu vois, il y a des produits. De toute façon, le dopage, c'est une histoire de produit à un instant T. T'as un produit qui était légal, qui ne l'est plus. T'as un produit qui était pas légal, qui l'est. C'est qu'une question C'est ça, de ça à un instant T. il y a encore quoi, 1 ou 2 ans, tu vois, je crois que ça a changé selon les États, mais le cannabis, par exemple, c'est un produit dopant. Oui, bien sûr. Là où ça ne l'est plus dans certains États. Ouais. Donc finalement, ça va, ça vient. Je crois même qu'il y a, bon, je remonte plus loin, il y a peut-être 20 ans, un truc comme ça. La créatine, c'était considéré comme un produit dopant. Là où actuellement, la créatine, c'est un produit, tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. En tout cas, les Diaz remercient l'évolution de certaines règles. Ouais, oui. Ouais, bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, c'est intéressant, tu vois, de faire évoluer le débat avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour, contre, si vous n'avez pas d'avis. Parce que tu vois, Mais soyez constructifs, s'il vous plaît. je, le, c'est comme l'époque de la TRT. Hmm. Prendre de la testo, c'est interdit, mais à partir du moment où tu as une lettre du médecin, c'est autorisé. Exactement. Puis ça C'est, dépend des pays, tu ouais. vois, la TRT, tu fais une demande de TRT aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France. En France, avant d'avoir de la TRT, mon Non, gars, vas-y accroche-toi, hein. Ça ouais. va être très très compliqué, alors qu'en France, aux Aux États-Unis, États-Unis, un homme à c'est partir de 40 ans, il peut avoir accès à la TRT très facilement. exactement, exactement. Bref, en tout cas, s'il y a quelque chose ou quelque part où les gens ne seront peut-être pas dopés, sûrement pas dopés, c'est dans l'arène. L'Arène, cette émission de Netflix type nouvelle école du rap qui a été mise en place, qui sera diffusée en 2026. 38 combattants amateurs, 19 garçons, 19 femmes, 3 juges, Cyril Gann, BSD et Cédric Doumbé. 100 000 euros à la clé. C'était 50 000 à la base, on le sait. Et qui est devenu 100 000 par la suite. Et un contrat pro dans une ligue prestigieuse dont on ne connaît pas le nom encore. Ça n'a pas été dit. Ils disent que c'est le plus grand fight camp jamais imaginé. Des épreuves physiques et mentales. C'est 8 épisodes.
On était au courant, nous, depuis longtemps, que ça allait se faire, depuis les castings, hein, parce que on m'avait contacté pour une de mes élèves pour faire. C'est pour ça que je dis que c'était 50 000 à la base, que c'était pas 100 000, c'est devenu 100 000 en cours de route. Mais pour faire, voilà, il voulait absolument Isabelle, une de mes élèves, pour faire cette émission. Ça ne s'est pas fait parce que bon, ça reste une combattante de jiu-jitsu brésilien, et même s'ils prennent des profils d'un peu tous les sports, bah il faut quand même que tu aies quelques notions en boxe, et c'est pas passé. En plus ils font passer le grade vert, c'était assez sérieux, hein. Ils font passer le grade vert et tout ça. Derrière j'avais aussi Anis qui avait fait le casting, mais le problème c'est que à mon avis ils ont pas manqué de garçons, ils ont manqué plus de filles. Puis je t'en avais parlé, et toi alors on va garder le secret professionnel parce qu'on ne peut rien dire. Je pense que s'ils sont sortis ces infos là, on peut rien sortir de plus, hein. De toute façon je pourrais pas me prendre un procès avec Netflix. Mais tu avais suite à ça en fait je suis rentré en contact avec la personne qui s'occupait du recrutement, et j'ai une élève qui a été sélectionnée. Ouais. C'est ça. Donc parce que tu donnes des cours de MMA en dehors du podcast, et donc tu as une élève qui a été sélectionnée, et donc qui était dans dans l'aventure que vous retrouverez à la télé. De toute façon, vous la retrouverez à la télé, on vous dira qui c'est quand ça sortira. Mais en tout cas, voilà. Donc on était dans le début du projet, et on est content de le voir aboutir en fait, ce projet-là, et surtout toi, je suppose, avec ton élève. Donc c'est plutôt cool. Ouais, donc 2026. Bon, c'est pas tout de suite, mais hâte de voir ce que ça va donner à l'écran. La question c'est, est-ce qu'elle a gagné? Je rigole, tu sais, c'est le mec qui nique tout le truc. Eh oui, tu sais. Non. Bah non, mais même moi je suis même moi je sais pas. On en a pas reparlé depuis. Donc c'est vrai que même moi je sais pas. C'est une tombe. De toute façon, ne posez pas de questions, Rolly est une tombe. C'est comme ça. Non mais c'est cool, ça fait suite un peu à la MMA Academy, tu sais, qui avait été fait sur le groupe M6. Que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et qu'on avait bien aimé, qu'on avait décortiqué et tout ça, qui avait apporté en plus, qui avait mis en lumière de très bons combattants, Océane Sanson et tout ça. Donc c'était bien fait. C'est des combattants qui continuent à performer. Océane Sanson, elle a gagné un combat à l'Hexagone. Je crois qu'il y en a un autre aussi qui a combattu à l'Hexagone et qui a gagné. C'est bien, tu vois, quand ils trouvent des bons profils, ça donne de la crédibilité à ces sujets-là, à ces émissions-là. Donc, écoute, moi je suis content, hein, puis de mettre en lumière des combattants amateurs, c'est très bien. Donc là, ça sera plus un système un peu à la 100% fight, tu sais, 100% physique plutôt, avec des épreuves physiques et des épreuves MMA, mais il y aura des il n'y a pas que du MMA. Voilà, il n'y a pas que du MMA, donc ça change un peu. C'est un truc à huis clos. Ils ont fait vraiment quelque chose de vraiment avec une ambiance. Tu sais, ils ont mis l'accent, ils le disent, sur l'aspect cinématographique aussi et sur les histoires. Donc ne vous attendez pas à un remake du MMA Academy. Ça sera pas la même chose. Mais bon, écoutez, on va pas en dire plus pour l'instant parce que ça sert à rien. On va attendre que ça sorte et puis on débriefera les émissions par la suite. Ouais. Mais c'est cool d'avoir ces projets-là. Netflix qui se met de plus en plus dans le MMA, c'est cool. Et pas que dans le MMA, on en parlera tout à l'heure avec la boxe. On enchaîne avec le fils de Rampage, qui est dans une sauce plutôt sympathique. Donc on va remettre le cadre et après on en discute. Raja Jackson, qui est le fils donc de Quinton Rampage Jackson, cette légende du MMA, qui assiste à un événement de catch où il devait participer pour exécuter une prise sur Stuart Smith, un ancien soldat devenu catcheur. Avant le match, les deux se retrouvent dans les coulisses. C'est filmé parce que c'est filmé en direct sur la plateforme Kick, qui est le nouveau Twitch. Tu vois, c'est une plateforme en direct. Et donc, il commence à se chauffer les deux, mais il y a un quiproquo. Il y a Stuart qui dit ouais, tu sais pas qui je suis, tu me connais pas, tu connais pas mon nom. Enfin voilà. Et donc, pour rentrer dans le truc, dans le personnage, il éclate une canette de bière sur le crâne de Raja, qui le prend pas bien du tout, parce que lui en fait, il a pas compris que le jeu avait déjà commencé, parce que Stuart. Ouais, mais en fait, c'est le monde du catch en fait. Voilà, il pensait que c'était un combattant de catch pro, donc voilà. Il y a embrouille entre les deux. Il y a Raja qui lui dit qu'il ne doit plus lui manquer de respect et qui promet de se venger. La situation s'éclaircit.
Stewart comprend très vite que c'est pas un combattant, il s'excuse, il se serre la main, c'est cordial, tout va bien. Pendant le match, Raja monte dans le ring, prend le temps de remonter son petit froc et prend par surprise Stewart, le cherche sur l'épaule, le claque au sol, le met KO déjà avec l'amener au sol, il le met KO déjà dans un premier temps. Bon, déjà, on peut dire que c'est le fils de son père, niveau slap. Ouais, parce qu'il le fait avec une grande facilité. Et puis il prend la position montée, il l'enchaîne avec un énorme grand end pound, mais vraiment violent. C'est dur à voir, tellement parce que ça ne s'arrête pas. Je pense qu'il y a une incompréhension c'est un des lynchage, gens. en fait. Ouais. Il y a une incompréhension des gens C'est un autour. lynchage et que je sais pas quand tu l'as vu, mais moi au moment où je le vois, je me dis putain c'est bien fait. J'y crois même pas en fait. Je me dis c'est vachement bien fait pour du. Je me suis transformé en con en fait. Je dis ah ouais là c'est vraiment réaliste. En fait, je pense que c'est un peu comme tous les gens aux alentours, parce que tout le monde s'est posé la question si c'était vrai ou pas. Et donc ils ont mis du temps à séparer, et ils ont fini par séparer, et ils ont eu du mal à séparer d'ailleurs. Et le souci, c'est que Stewart, en fait, a été transporté à l'hôpital parce qu'ils arrivaient pas à le réveiller, et il avait des blessures graves. Donc d'ailleurs Raja l'apprend au téléphone, et ça aussi ça c'était très malaisant en fait qu'il le filme en train d'avoir quelqu'un au téléphone qui lui explique la situation derrière. Visiblement la récupération elle est difficile, et donc ils ont ouvert un GoFundMe justement pour couvrir les frais médicaux en plus, merci les États-Unis, et les parts de revenus. Et voilà, bon, aux dernières nouvelles, il s'est quand même réveillé, hein. J'ai vu une photo de lui, il a l'air d'être déjà conscient et mieux entre guillemets, parce qu'il était entouré de sa famille. Et il y a Quinton Rampage Jackson qui a réagi, qui dit: je veux clarifier les fausses informations concernant mon fils Raja. J'ai eu la confirmation que le catcheur est réveillé et stable. Raja a été frappé d'une manière inattendue sur le côté de la tête par lui juste avant le match de Smith. On lui a dit qu'il pouvait obtenir sa revanche sur le ring. Je pensais que ça faisait partie du show. Même lui, tu vois, il le pensait. C'était un mauvais jugement et une mise en scène qui a mal tourné. Raja est un combattant de MMA, pas un catcheur professionnel. Il n'a rien à faire dans un tel événement. Je ne cautionne pas du tout les actions de mon fils. Il a subi une commotion lors d'un sparring quelques jours plus tôt et n'aurait jamais dû être impliqué dans un quelconque contact physique. En tant que père, je suis profondément préoccupé pour sa santé et par le bien-être de Monsieur Smith. Et cela étant dit, je suis très contrarié que tout cela soit arrivé, mais ma principale préoccupation est désormais que Monsieur Smith soit rétabli rapidement. Je présente mes excuses en son nom, ainsi qu'à Kik pour cette situation. Ah, putain. Quand le spectacle tourne mal. Ben ouais, mais franchement, l'excuse de la commotion, c'est un peu léger, je trouve. Il dit la commotion, en fait, c'était juste qu'il aurait pas dû déjà être sur cet événement-là. Déjà, qu'est-ce qu'il fout dans les coulisses, déjà pour commencer. Normalement, donc, il devait faire une technique sur le catcheur. Bon, si t'as une commotion, tu la fais pas. Normalement, effectivement, tu dois être loin de tout ça. Effectivement, c'est pas la commotion qui justifie qu'il ait eu un tel accès de folie. Pour moi, c'est c'est vraiment ça. Hein. Là, on parle de folie. J'ai écouté un peu le sujet de la sueur qui traite de ça, où Rust en parle très bien. C'est un psychopathe. Là, on est sur de la psychopathie. Ouais. Parce que pour lyncher un mec de cette manière, parce que à partir du moment où tu mets le slam, tu vois qu'il dort. Déjà, logiquement, tu t'arrêtes. Allez, limite, t'en mets une derrière pour être sûr. Mais fin de l'histoire. Là, en fait, c'est une tentative de meurtre en direct. On est d'accord. Et c'est une tentative de meurtre à main nue. Donc, c'est pour te dire le niveau de folie du mec. On est d'accord. Effectivement, là, il y a un vrai problème, et tu sens en plus qu'il a du mal à redescendre, parce que quand tu le vois au téléphone derrière, tu le vois, il est très impacté. Enfin, tu sens qu'il est encore sous la colère, ou alors peut-être qu'il est en panique parce qu'il a compris, en fait, tu sais, une fois que t'as fait ton acte, t'as compris que là, c'est la prison qui t'attend, parce que là, il va être jugé, ce mec-là. C'est pas possible. Tu peux pas faire autrement que de le juger et de le mettre devant les tribunaux. C'est compliqué. Écoute, on va pas passer 1000 ans là-dessus, hein, mais c'est juste, tu vois, quand la frontière entre tu vois, le spectacle, quand t'as pas compris que le catch est un spectacle et qu'il y avait du sensationnel, et que derrière le MMA c'est un autre sport, en fait, mixer les deux mondes, c'est quelque chose qui devrait pas être fait. C'est pas pareil. Il y en a, c'est des comédiens, tu vois, et il y en a d'autres, c'est des combattants.
et tu peux pas faire ça. En fait, c'est pas possible de mixer ces deux trucs. Ouais, mais même au-delà de comédiens et combattants, il y a plein de combattants qui là, c'est pas un problème de ça, c'est un problème personnel. C'est lui qui est pas normal. Oui, non mais N'importe qui comprend que tu fais pas ça en fait. non mais je suis d'accord, mais dans le sens où quand je dis c'est des comédiens et des combattants, c'est-à-dire que c'est pas parce je dis pas que c'est parce qu'ils savaient pas comment faire semblant de faire mettre une frappe, mais je parle de la genèse du problème. Tu vois, c'est-à-dire que là où le mec est rentré tout de suite dans son personnage, tu vois, et a brisé une canette sur la tête de Raja, parce que pour lui, il était déjà dans le spectacle, c'était déjà filmé, c'était déjà en live, et donc voilà, l'autre n'a pas compris, et en fait, là où par contre c'est de la folie, c'est qu'à partir du moment où on t'explique la situation et tu dis je suis désolé, écoute, je pensais que c'était prévu, que c'était comme ça, et que l'autre en fait finalement s'acharne et a deux doigts de tuer un mec, c'est que là on rentre dans le côté folie. En fait, moi je parle de la genèse, c'est que c'est deux mondes différents, c'est pas les mêmes codes. Et de l'autre côté, t'as un mec, une individualité qui s'appelle Raja Jackson, qui est complètement fou et qui a fait complètement n'importe Ouais, quoi. mais je suis pas d'accord parce que même sur la genèse du truc, en fait, on voit plein de combattants qui font des apparitions. Et je pense pas que c'était un gala de haut niveau, c'était un petit gala de catch. Donc lui, il doit être suffisamment. Je connais pas le personnage, hein, je connais pas la carrière de combattant du fils de Rampage, mais je pense que de ce que j'ai compris, il est très très souvent connecté sur Kick et ça doit être un mec très suivi. Donc il était là en tant que limite influenceur, tu vois. Il devait faire partie du show. C'est juste lui qui est débile. En fait, il y a aucune autre, il y a aucune autre excuse. Tu comprends très bien que c'est du show. Tu le comprends très bien parce qu'en plus c'est ton milieu, c'est ton monde. Tu vois, t'es dans le monde du show. T'es sur Kick, t'es là, t'es en direct. Tu sais très bien que t'es là pour du show. Si t'es pas Ouais, capable de comprendre ça, c'est ouais. non, moi je pense juste il a trouvé le moyen d'exprimer sa folie à ce moment précis. Voilà. Il a sauté sur l'occasion du truc pour faire ça. Après, j'ai l'impression quand même que Kik, j'ai l'impression quand même que c'est quand même une plateforme À Kick, qui est débridée, tu ouais, vois. c'est l'enfer. Hein. C'est le pendant négatif de Twitch en fait. Tu vois, là, on l'a vu avec Jean Permanov, là, qui est mort il y a pas longtemps, parce qu'ils ont été, enfin, tu sais, il était trop, je sais pas, ça a été trop loin en fait cette histoire, beaucoup trop loin, tu vois. Et puis au bout d'un Là, moment, en l'espace de 2 semaines, ça fait quand même deux gros drames et il y a eu d'autres choses, sur tu la même vois. plateforme. Tu sais, il y a une meuf qui avait de proposer $20 à une SDF pour qu'elle se jette à l'eau, sauf que la meuf elle savait pas nager et puis après voilà. Enfin il y a plein de dérives en fait, parce que sur Twitch il y a quand même des régulateurs de ouf, tu vois. Et en fait Kick c'est un peu pour tous ceux qui se font bannir de Twitch ou qui ne rentrent pas dans les cases de Twitch qui vont sur Kick. Et donc bah le problème c'est que ça crée des déviances de ce type là quoi. Après moi mon problème c'est quand on voit pas, tu sais il y a le mec là UFC Roster Watch là qui sur Twitter qui a dit comme quoi Mm. on voyait que c'était du mytho. Tu vois, on voit la tête du mec qui tourne quand il lui touche à peine la barbe. Écoute, mon gars, je sais pas si tu regardes qui sont les combattants qui signent ou qui ne signent plus à l'UFC, mais en tout cas, visiblement, regarde un peu de MMA, parce que si t'arrives pas à reconnaître une vraie frappe d'une vraie frappe, euh, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Le problème, Bah, c'est quand il y attends, a il des y a mecs... du sang qui coule en plus. Non, mais il y a tout, il y a rien qui va dans cette histoire. Il y a rien qui va, tu vois Non, mais très tu bien vois que que... c'est des vraies frappes. Mais oui, Ne serait-ce que dans l'engagement qu'il y met, tu l'intention. vois que Mais c'est. oui, mais oui, Bah mais non, oui, c'est laisse tomber. mais oui. Mais c'est le problème, tu vois. Surtout l'incompréhension, comme tu dis, l'incompréhension qu'il y a autour. Parce que même les autres, les autres catcheurs, l'arbitre et tout, ils savent pas quoi faire. En Ouais. fait, même eux, ils ont un moment de bug. Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce que c'est le show? Est-ce que Ah, puis il rentre en plus et tellement après ils se rendent serein. compte que Tu vois, c'est vraiment serein, quoi, le ouais. mec. Bref, Non, non, c'est triste monde. horrible. Cette Triste scène, elle est monde. horrible. Ouais. Bref. Parlons de triste monde. Enchaînons avec Jake Paul versus Gervonta Davis. Le 14 novembre à Atlanta aura lieu un combat d'exhibition sur Netflix. On en parlait tout à l'heure. Donc pas comptabilisé dans leur bilan pro. On nous vend le plus grand défi de Jake Paul. Car Davis est un immense champion avec 28 KO sur 30 victoires. Mais il y a un draw donc sur 31 combats. Mais le problème, c'est que c'est un combat qui pour moi n'a aucun sens parce que c'est un immense champion, mais on a Les poids. un combattant qui fait 1m66 pour 66 kilos contre un Jake Paul qui fait 1m85 pour 90 kilos lors de son dernier combat.
Écoute, l'intérêt de ce combat, autant quand il y avait des pourparlers avec Anthony Joshua, qui visiblement serait Est-ce que plus face à un Yoka, t'as... mais pourquoi pas? Mais là non, là je comprends pas. Bah non, aucun sens. T'as accès à ton téléphone là? Oui. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la KT Cruiserweight en boxe anglaise? C'est quel poids? Parce que visiblement ça se fera en Cruiserweight. Euh, C'est juste pour me faire une idée, j'ai pas eu le temps de regarder, je l'ai vu juste avant qu'on enregistre. j'avais C'est pas vu juste pour cette me faire info. une idée du poids que Gervonta va faire. Parce qu'il me semble que Cruiserweight c'est quand même assez élevé comparé au poids où il combat lui. Attends. Ah, ce combat n'a aucun sens, hein. Je comprends même pas pourquoi. Cruiserweight. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est entre 80, enfin 179, 79 kilos, 378 et 90 kilos. Donc ça veut dire qu'il peut Ok, être à 90 kilos s'il le souhaite, tu vois. il sera à 90 kilos. Et Gervonta sera pas à 79 kilos. Je crois pas, non. Donc Je comprends pas parce qu'on a un combattant qui est finalement qui est en pleine bourre du côté de Davis, qui a plein de combats à faire, plein de combats intéressants. Il y a 20-30 kilos d'écart. Vraiment ce combat-là, de tous les combats que Jake Paul a fait, c'est le pire. c'est le combat le plus c'est le combat le plus incompréhensible. Et Ouais. surtout pour son adversaire en fait. C'est le choix de l'adversaire la plus incompréhensible. Ouais, je suis d'accord. Alors après, s'il le met KO, bravo, hein, mais enfin je parle de Gervonta par rapport à Jake Paul, tu vois, mais j'ai du mal à le croire quand même. J'ai pas regardé la longe, mais ça me fait penser un peu au combat qu'il y avait eu entre Logan Paul et Floyd Mayweather, tu sais. Mais Et on avait. moi je pense qu'il le met KO, hein. Davis, il va le mettre KO. Tu penses Moi, attends, j'en que suis Jake quasi sûr. Paul va mettre KO Davis ou l'inverse? Non, Davis va mettre KO Jack Paul. Ouais. Après, il y a peut-être une clause pour pas que ça se fasse, mais Non, 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 comme il n'y a pas de clause, hein. Il a été clair sur ça. Donc, en fait, c'est un combat pro. C'est juste qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément pour que ça soit comptabilisé. Mais il n'y aura aucune condition particulière en termes de, on n'a pas le droit de se mettre KO ou pas. On est sur de l'exhibition, mais de l'exhibition où on va jusqu'au bout. oui, parce que Exhibition, ça n'en a que non. techniquement, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart entre les deux, même s'ils progressent. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu vois, quand je parle de Logan Paul avec Floyd Mayweather, il y avait un écart technique qui était encore plus grand. Mais Floyd justement n'a pas réussi à imposer sa boxe quand même. Tu vois, ça a été compliqué parce que l'écart de gabarit était quand même très important. Là, Attends. Écart plus grand, au moment où il le prend, on est sur la fin de Floyd. Là, Davis, on parle d'un mec on qui est est au top d'accord. niveau, là. Ah, mais Et en plus, un gros puncher. Floyd Mayweather, même à la fin de Floyd Mayweather, il y a un monde d'écart. Il continue à combattre en exhibition, il tabasse tout le monde. Enfin, tu vois, ça reste quand même un immense boxeur. Tu vois, c'est là-dessus. Mais oui, mais le truc c'est que par contre, Jack Paul, c'est pareil. C'est pas le niveau de Logan Paul. Tu vois. Donc oui, il y aura quand même un monde d'écart entre les deux, même deux mondes d'écart entre les deux techniquement. Mais bon, c'est comblé par quand même le différentiel de gabarit. On va voir ça. On va voir ça. Mais bon, là, on rentre dans le freak show, quoi. Putain, c'est un truc de fou. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est avec Jack Paul, c'est que tu peux monter dans un train comme tu peux en descendre aussi vite parce que il est là, il te fait comprendre que, qu'il veut être classé. D'ailleurs, je crois qu'il est classé, en boxe, si je me dis pas de bêtises. Il parle d'Anthony Joshua. Je sais pas. Anthony Joshua, je me dis, ok, ouais, là, on a un vrai adversaire potentiel, tu vois, avec quelque chose de cohérent en termes de gabarit. Après, bon, Mais non, il y a voilà. aucune cohérence. Il y a aucune cohérence. Mais Joshua, il lui enlève la vie. Mais je suis d'accord, mais tu sais, il y a la cohérence. Pour une fois, on était dans quelque chose d'équitable en termes de gabarit, tu vois, ou d'âge. Tu vois, parce que Joshua aussi c'est pareil, tu vois, Joshua il est très 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 fort, mais c'est pareil, on va dire qu'il est plus sur la fin que sur le début, tu sais, son prime il est passé entre guillemets. Bon, même à ce niveau-là, il est 1000 fois au-dessus de Jack Paul. Mais
mais il y avait quand même quelque chose. Tu vois, pour une fois, tu pouvais te dire, ok, il prend un vrai risque. En fait, c'est plutôt, quand je parle de cohérence, c'est, ok, cette fois-ci, il prend un vrai risque. Comme un Ngannou prend des risques. Tu vois ce que je veux dire quand il combat un Tyson Fury, un Anthony Joshua, ou potentiellement un Wilder bientôt, tu vois. C'est des vrais Ouais. risques, tu vois. Là, tu te dis, ok, ça y est, ça fait des années que tu boxes, maintenant, tu te dis que tu t'as pris ça très au sérieux. C'est un test, tu peux le perdre. Mais après, c'est pas grave, c'est Anthony Joshua. Mais c'est un vrai test. Là, contre Davis, c'est un test technique. Et enfin, et encore, tu vois, je sais pas. Alors oui, on va regarder. Moi, je vais voir ça, tu vois. Bien sûr que je vais le regarder. On va tous le regarder comme des cons qu'on est. Mais par contre, la cohérence de ce fight, c'est catastrophique. Bah, moi, tu sais, en général, je regarde jamais les combats de Paul parce que ça m'intéresse jamais. Euh, Là, ça pique quand même ma curiosité. Ne serait-ce que, tu sais, pour les voir face à face et voir la différence de gabarit et me dire comment Davis va gérer ce truc. Ça va être exactement ça. Il y en a un qui va le regarder comme ça, et il y a l'autre qui va le regarder écoute petit. Mais oui, en fait, moi, c'est plutôt ça. C'est le casse-tête effectivement, de la gestion du gabarit, où là, je me dis, effectivement, il y a un truc il y a un truc à voir, il y a un truc à, et ma curiosité aussi me pique à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Ouais, c'est uniquement pour ça, hein. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand même, j'aime bien les diffusions sur Netflix. Oui, c'est bien fait. Ça facile, c'est facile à suivre, ouais, ça va se démocratiser de plus en plus, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, c'est pour ça qu'on a cru à un moment que l'UFC serait diffusé sur Netflix, hein. De toute façon, c'est pour ces raisons-là, hein. C'est parce que c'est bien fait. Mm. Donc, à voir, à voir. En tout cas, réponse le 14, j'ai dit le 14 novembre à Atlanta. On enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus frais, qui va arriver bientôt, et j'ai hâte que ça arrive. C'est le CGI 2, le CGI deuxième du nom, qui change sa formule, hein, parce que ça sera sous forme de quintette cette fois-ci. Donc c'est ce week-end que ça va arriver, dans la nuit de samedi et de dimanche, et sur 2 jours. Donc je vous ai dit forme quintette, c'est 8 équipes, 5 personnes dans chaque équipe, 5 personnes contre 5 personnes. En absolute, c'est-à-dire que en vrai, c'est pas les 66 qui s'affrontent, les 99 qui s'affrontent, non, c'est un tirage au sort. D'ailleurs, c'est chaque équipe qui décide dans quel ordre les combattants vont passer. D'ailleurs, il y a 1 million de J'aime dollars bien à la clé. j'aime bien le quintet, hein. Ouais. J'aime beaucoup ce format-là. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas le quintet, c'est il y a un mec qui vient il y a deux combattants qui s'affrontent, le Mhm. vainqueur reste au milieu, il y a un autre mec de l'équipe qui vient et ainsi de suite. Ce qui 6 fait que soumissions. potentiellement, 6 soumissions. 6 soumissions. J'allais Six en parler soumissions. justement. Ce qui fait que potentiellement, un seul mec de l'équipe peut être amené à battre les 5 mecs de l'équipe d'en face et les autres ne combattent même pas, s'il C'est arrive à ça. soumettre tout le monde. Ce Ce qu'on qui fait avait, ce qu'on avait vu avec Dricus quand on en parlait, où il avait soumis toute une équipe Gracie Barra lors d'un événement avec ce format-là. exactement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les autres restent frais pendant ce temps-là. Donc 1 million de dollars à la clé, comme c'est le cas à chaque fois pour cet événement du CGI, hein, c'est toujours la Attends, prime. 1 million pour l'équipe ou 1 million par personne? Parce que J'ai ça pas change tout. j'ai pas trouvé l'info. J'ai pas trouvé l'info. Je te Ça cache change pas. tout. Parce qu'à l'époque, tu prenais 1 million pour toi, là, tu prends 1 million divisé par 5, c'est pas pareil, hein. Ouais, non, j'ai plus le coach. Je sais Plus le pas. coach. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je ne sais pas. C'est possible que ce soit. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas l'info. Je peux pas te dire. Alors, Et par contre, est-ce que t'as l'info sur le fait que, hormis le million, parce qu'avant, il y avait le million pour le vainqueur, mais juste les participants, le fait de participer était payé. j'ai pas l'info, mais je pense qu'ils sont payés tous Ok. pour la Ouais. participation. Donc, dans tous les cas, ils touchent un billet. Bon, il y a pas de raison que ça change à ce niveau-là. Ouais, ouais, bien Et, sûr. euh, et tu as un tournoi féminin aussi qui va avoir lieu. Donc la dernière fois c'était juste un super fight. Là c'est un tournoi féminin avec 4 filles et il y a 100 000 dollars à la clé. Le tournoi, les 4 filles, c'est Adèle Fornarino, Elena Crevard, Sarah Galvao et Anna Carolina Vieira. Autant dire 4 combattantes qui font l'excellence du combat féminin actuel. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Bien sûr, il manque des profils, hein, mais déjà avec ces 4 filles-là, t'as la certitude d'avoir déjà
beaucoup de qualité, parce que Anel Fornarino c'est vainqueur KT absolute de la DCC, Elena Crevard bah c'est médaillé à la DCC, et puis voilà, c'est enfin multiples fois médaillé dans différentes organisations. Je crois que c'est la championne d'ailleurs du WNO si je dis pas de bêtises. Sarah Galvao c'est pareil, elle fume tout le monde sur le circuit BJJF, elle commence à faire des apparitions en gala qu'elle gagne aussi. Anna Carolina Vira, c'est la sœur de Rodolfo Vira si je me trompe pas, et elle aussi c'est pareil, très énorme combattante, donc déjà rien que là-dessus, déjà t'es sûr d'en avoir pour ton argent entre guillemets. Les équipes bah non, je dirais les équipes après, je vais finir avec ça. Le quintet c'est 8 minutes de combat, donc je le disais, il faut soumettre absolument ton adversaire, sinon les deux sont éliminés. Pour le coup, si jamais tout le monde est éliminé à la fin des affrontements, il y a quand même une décision combat par combat, c'est-à-dire si ça soumet pas, il y a quand même une décision pour savoir qui remporte le combat. Celui qui a le plus de décisions, bah il fait, enfin l'équipe qui a le plus de décisions fait gagner son équipe. Donc voilà, pour les femmes c'est 3 fois 5 minutes et 5 fois 5 pour la finale, donc c'est format MMA comme c'était le cas sur le précédent CGI, avec un 19 tu vois dans le scoring. D'ailleurs c'est pareil hein, pour le quintet, de ce que j'ai compris c'est aussi un format 19, 18 tout ça, mais quand il y a un trop gros écart de poids il n'y a pas de 18 possible, enfin, je crois que c'est 19 sur, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus, Ok. tu vois. On reste sur la même surface de combat? On reste sur la même surface de combat, c'est diffusé sur Flowgrap et sur YouTube et sur Facebook en live. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder gratuitement le CGI sur YouTube ou sur Facebook. Ça c'est exceptionnel. Je commençais à croire que c'était que sur Flowgrap et finalement c'est sur YouTube. Donc ça c'est une bonne chose. Les équipes du tournoi, t'as la B-Team, t'as la New Wave, t'as Atos, t'as Tense Planet, t'as Daisy Fresh, t'as Americas, Europe et Australia. Donc t'as des grosses équipes et surtout t'as des gros noms, Ethan Celestine, Joseph Chen, Chris Wozniak, je sais pas si ça se dit comme ça mais c'est pas grave, vous m'aurez compris, Nicky Rod, Victor Hugo, ça c'est juste la B-Team. Déjà la B-Team et la New, enfin les teams, il y a que des tueurs. Tu vois, par exemple dans la New Wave, si je te cite des gros noms, t'as Mika Galvao, t'as Wagner Rocha, t'as Bodoni, Luc Griffiths et Dorian Olivares. Athos, tu vois, t'as Diego Oliveira, t'as Ronaldo Junior, t'as Lucas Barbosa, Kenan Duarte, Philippe Pena. Enfin, tu vois, en fait, ils ont pu prendre deux personnes Ouais. extérieures à leur équipe à chaque fois. Donc, Bah là, en fait, contrairement au premier CGI, il n'est pas en même temps que la DCC. oui. Du coup, du coup, tout le monde peut participer en fait. Là, tu peux vraiment avoir les meilleurs grappleurs du monde sans problème. Ils vont tous venir avec plaisir. Ouais, non. T'as vraiment, tu vois, des grands noms. Jacob Coach, t'as PJ Bart, Cal Bonham, tu sais, si je prends comme ça au pêle-mêle, hein, t'as, Pat Dooney, Owen Jones, pardon, tu vois, qui d'autre encore que je pourrais voir, Fabricio André, Lucas Canard, tu vois, enfin, t'as plein de combattants de très belle qualité, très forts, qui font le gratin de ce qui se passe dans le jiu-jitsu brésilien actuel, dans le grappling actuel. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir un beau spectacle. Alors par contre c'est 2 nuits blanches, effectivement, je crois que ça commence à 3 heures du matin à chaque fois. Mais bon, après vous pourrez voir le récap, en fait, comme c'est sur YouTube, vous pouvez le revoir après. Hein. Mais n'hésitez pas à regarder le CGI. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir ce niveau de qualité gratuit. Que demande le peuple? Si vous voulez mettre un pied dans le grappling jiu-jitsu brésilien, je sais que l'année dernière, il y en a qui ont regardé justement parce que c'était gratuit, parce qu'on avait fait la communication là-dessus. On fera un débrief, bien sûr. Tu vas regarder? Ouais, je pense. Bon, alors, pas dans la nuit, pas le jour même, mais je vais regarder, je vais rattraper dans la journée. Moi, je pense que je vais me faire les nuits blanches. C'est comme ça. Bah, mais moi, je travaille, hein. C'est au week-end, Ouais, je travaille. bah moi j'ai pas encore repris. Donc j'ai cet avantage-là. Donc c'est très bien. Mais en tout cas voilà, c'est cool, c'est à voir, Donc n'hésitez pas, vraiment. Le CGI devient l'un des plus gros shows MMA mondial année après année. Là c'est sa deuxième année. Les primes font que les gens vont se battre en plus pour justement bah gagner l'argent. Par contre, je vois qu'il y a pas les frères Ryotolo par exemple qui avaient gagné l'année dernière. T'as des profils comme ça qui manquent quand même. Tu vois que j'aurais bien voulu voir. Notamment comment il s'appelle,
Bon, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Qui avait bien performé l'année dernière aussi. Tu sais. Oui, je vois. Je l'ai plus. Mais je vois de qui tu parles. L'anglais. Oui. Bon, bref, c'est pas grave. Ça reviendra. Ça reviendra pas tout de suite, mais ça reviendra quand on aura fini l'épisode. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a des énormes noms, il va y avoir des énormes affrontements. Franchement, n'hésitez pas, c'est top. Une pièce sur l'équipe gagnante, vas-y, à l'avance. Ah, c'est compliqué, hein. Et je vais mettre une pièce quand même sur New Wave. Ouais, je serais capable de mettre une pièce sur New Wave aussi. Même si derrière, je vois une B-Team plutôt plutôt pas mal. En fait, pour moi, ça se joue entre les trois premières avec Atos aussi, mais parce que les trois Alors, teams mais en sont plus, ouf, mais tu sais, ce qui est intéressant sur ce format, c'est que tout dépend aussi de l'ordre des affrontements. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent changer, donc ça rend le truc encore plus intéressant. ouais, non, je suis d'accord. C'est pas gagné d'avance justement à cause des écarts de points en fait. Hum. Bref, on en rediscute la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine, on sera dans la Fight Week. Donc voilà, l'UFC Paris, c'est la semaine prochaine. Donc c'est cool. On va préparer, je vous dis un épisode d'analyse du co-main et du main. Et puis voilà, on sera bien. On sera bien posé pour cet événement qu'on attend une fois par an. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc n'hésitez pas à commenter, déjà à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code promo TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!